Salut les alchimistes, avant de Les démarrer avec alchimistes notre intro légendaire dont vous avez l'habitude, légendaires. je profite pour vous dire que normalement, désormais, nos retours sont bons, la balance des sons sont bons, on a vu vos On commentaires, hein. espère en tout cas, mon bon Voilà, Gazg. ce n'est pas qu'on les a ignorés, c'est juste qu'on avait enregistré quelques épisodes d'avance, donc tous sur la mauvaise balance. Normalement, maintenant, c'est bon. Et comme vous avez Voilà, pu constater que les épisodes ne sont pas toujours très courts, on n'a pas trouvé le courage à l'intérieur de, de de les tous les réenregistrer. réenregistrer, quoi. Voilà. Ceci étant dit, c'est parti pour notre belle intro. Bienvenue dans Metalchemy, le podcast où on parle de la méta au sein du jeu d'alchimie, des conseils pour bien débuter le jeu aux stratégies les plus poussées, en passant par des épisodes un peu plus détendus. Vous êtes ici au bon endroit pour pousser votre niveau de jeu et performer en tournoi. Je suis Gaz et je suis avec mon comparse Full Metal Daddy. Et puis Là, aujourd'hui, on va faire le premier épisode de la playlist expert, devenez un expert à alchimie, euh, c'est là où les gens vont se rendre compte que nous sommes d'énormes que nous fraudes. sommes des fraudes, avec un Que épisode. ça fait 3 mois qu'on parle dans le vide. Exactement. Quelle arnaque. Arnaque au sein d'Alchimie dévoilée au grand jour. Euh, Alcarnac. on va traiter risques, opportunités et statistiques. Voilà un sujet qui peut paraître barbant peut-être pour certains, mais qu'on va faire du mieux possible pour le rendre intéressant, vous allez voir. Voilà, on va vous apprendre à prendre les bonnes décisions. Cet épisode s'appellera Risques, opportunités et statistiques. Prenez les bonnes décisions, point d'exclamation. Voilà. Et puis, bah écoute, c'est parti. Bah écoute, allons-y gaiement hein, sur ce Allons-y sujet gaiement. haut en couleur. Voilà. Alors, on va commencer par la partie pas forcément la plus sympa, mais nécessaire. Ouais, Bam! clairement. Un petit Excel. Nos têtes disparaissent et puis après sur tout le reste de l'épisode on verra nos têtes. Attention à ta tenue. Euh, J'adore les Excel, quoi. voilà, donc là vous avez sous les yeux un bel Excel qui prend les statistiques. Vous avez ici toute la section des blancs, ici toute la section des jaunes, ici toute la section des rouges, et puis à chaque fois les 2 dés de base, un des bonus, 2 dés bonus, un des malus et 2 dés malus. Sur la gauche, vous avez ici de 3 plus à 12 plus, c'est en fait le résultat de La jet valeur du de jet à dés. faire. Ouais. Voilà, la valeur du jet. Donc, par exemple, si vous avez un 5 de combat et que vous tapez un 9 de défense, votre jet est de 4 plus. Donc, à Allez, ce jusque-là, moment-là, ça suit, on c'est bien. sera dans cette ligne-là. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire ici, de 3 plus à 12 plus. C'est ce que vous devez faire sur les 2 dés. Alors pour ceux qui percutent le plus vite, pourquoi il n'y a pas la colonne de plus? Parce que c'est un succès automatique, donc il n'y a pas besoin Automatique. de le mettre. Et pourquoi il n'y a pas au-delà de 13 plus? Parce qu'on ne peut pas faire plus que 13 avec 2 dés. Euh, donc voilà. Bravo. Et donc vous avez en haut le tableau avec les statistiques quasi exactes, c'est arrondi, c'est-à-dire qu'ici le 100% est en fait à 99,96. Et vous avez ici, mais c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Ouais, bon, bref. C'est là-dessus. Bon, ma phrase va pas, mais on va parler de cette partie-là. Euh, Dans où ce en que tu veux fait, dire, c'est qu'au-delà des statistiques exactes, c'est la fenêtre d'opportunité de statistiques qui nous intéresse pour savoir si la décision est censée ou alors repose sur un jet de dés. exactement, voilà. En gros, entre avoir peut-être 99 et 97% de chance, on s'en fiche. Par contre, savoir qu'on est à 90 plus, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, donc là, le deuxième tableau, finalement, ça résume là où c'est intéressant de prendre des décisions et là, enfin voilà, de prendre sa chance et là où on est sur quelque chose de risqué. Donc mon petit full metal daddy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'attarder sur la partie haute du tableau. Là, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez la regarder en détail si ça vous amuse, mais nous, on va pas commenter de dire ah là il y a 97, là il y a 92, c'est pas intéressant. On va commenter la deuxième partie du tableau, qui en Ouais. fait est importante d'avoir en tête grosso modo pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées au cours de vos parties. Donc moi, je les ai divisés en 4 zones, comme tu peux le voir. Les zones bien vertes qui sont à 80% de chance ou plus, donc 4 chances sur 5 de 4 sur réussir, 5, quoi. qui, de mon point de vue, sont des probabilités confortables pour prendre une décision. En gros, à 80% de chance et plus, on peut se dire, bon bah, je considère que ce sera réussi
On dans ta commence à manière de dire que c'est une réfléchir, décision stat, ouais. voilà, et dans ton arbitrage. Après, bon, bah, vous qui nous écoutez derrière, vous faites la découpe que vous voulez. Si c'est 90 plus qui vous intéresse, vous réadaptez le tableau. Ensuite, la range 60%, 80%, qui reste des probas plus que corrects, euh, mais où on a quand même vite fait de rater, parce que 60%, bah, c'est que 3 chances sur 5, donc on a 40% de chances d'échec. Voilà. Ensuite, la range 40-60%, où là, bon, bah, c'est une chance sur deux, quoi. Donc, Le ventre mou, quoi. à voir. 20-40, où ça commence à vraiment puer. Et 20 moins, où pour moi, c'est même pas à tenter, c'est éliminatoire. C'est quand il vous reste des paires en fin de partie dont vous ne savez plus quoi faire, quoi. Voilà. Donc moi, je vais te dire, ce que je te propose, c'est que je te dise comment je traite mes probas, Ouais. mes ranges de probas, et puis après, toi, tu réponds, tu réagis à ça, tu dis c'est sur quoi c'est pas d'accord, là où il y a des différences, parce que on n'a jamais parlé de ça, toi et moi, donc je pense que on a forcément des différences. Euh, donc je vais Faisons comme ça. commencer par les probas les plus simples, tout ce qui est 80 plus. Moi, dans mon plan, je considère que c'est un succès. C'est-à-dire que quand je me dis, bon, bah, mon premier péage, je vais le dépenser ça, c'est 80 plus, mon deuxième péage, je vais le dépenser ça, c'est 80 plus, je pars du principe que mon action va être réussie. Et je vais sérieusement me poser la question que, et on y reviendra un peu plus tard dans cet épisode, que si le fait de rater mon action a vraiment des conséquences catastrophiques. Mais si le fait de rater mon action est pas catastrophique, c'est pas game changer dans le mauvais sens pour moi, bon bah voilà, je considère que c'est réussi et je me pose pas trop de questions, je fais mon action. 60-80, je vais commencer à me demander si j'ai pas mieux, si je peux pas justement faire plutôt une autre action qui m'amènerait dans les 80%. Ouais. Et puis par contre, je vais commencer à considérer ce qui se passe si je rate. Et à me dire, bon ok, là j'ai 60-80, c'est une belle proba, mais c'est pas non plus incroyable. Qu'est-ce qui se passe si je rate? Est-ce que je prends cette décision quand même? 40-60, bah là du coup j'évite un maximum. Donc ouais, concrètement, j'essaye de ne prendre aucune décision en dessous de 70% de chances de succès, voire plutôt 70. Enfin je crois que j'ai dit 2 fois 70, 60, voire 70. Bon. Ok. Voilà. Après 40-60, je vais mettre dedans des décisions qui ont une balance gain-perte vachement bénéfique. C'est-à-dire le fait de réussir cette action m'apporterait beaucoup, alors que le fait de la rater va pas me coûter grand-chose. J'ai pas forcément d'exemple là, mais si par exemple, voilà, j'en sais rien, en fait tu charges un truc, tu veux aller sur un objectif, si je veux aller sur un objectif, au lieu de le faire en course, je vais le faire par exemple en marche charge. Si de toute façon ma charge a 40-60% de chance de réussir, bon bah ça me va, puisque de toute façon moi Au ce que pire, je c'est veux pris, quoi. surtout c'est aller sur l'objectif. Donc si je rate, la conséquence négative c'est que mon truc a chargé et qu'il est engagé, quoi. Donc bon, voilà. 20-40, là je vais vraiment mettre, c'est les situations désespérées. Je vais, dans une partie qui se passe bien, je vais pas tenter du 20-40. Sauf encore une fois, peut-être le cas que je viens de donner où en fait tu charges et en fait tu t'en fiches du résultat. Oui, C'est le juste résultat, histoire ouais. de. Voilà. Et 20%, je vais vraiment pas faire, quoi. Ça, je les tente même pas. D'ailleurs, vous notez qu'il y a des résultats, notamment en des rouges, où avant il y a des stats qui existent et ça passe en impossible à faire, puisqu'en des rouges on peut pas faire plus que 8 plus, en des jaunes on peut Ok, pas faire je suis- plus que 10 plus. Euh, et oui, d'ailleurs, j'ai pas rempli les cas 11 et 12 parce que je pense que c'est des cas qui, dans le jeu, en fait, ne doivent jamais se présenter, même si c'est statistiquement faisable, ça doit pas se présenter. Bon, bref, voilà Ouais. pour moi comment je traite un peu ces différentes plages de De stats, ouais. statistiques. Qu'est-ce que tu as déjà à critiquer ma manière de faire et puis après peut-être à complémenter toi de Oh, ton côté sur manière différente que tu pourras avoir de traiter la chose. critiquer, je dirais pas jusque-là. Je vais pas m'épancher hyper longuement là-dessus, mais par contre, enfin, commenter le tableau un tout petit peu différemment de toi par la suite. Moi, si tu mon palier psychologique, il est à 70%. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aurais une espèce de ligne à 70% ou 70%. Je considère que globalement, ça va. Je préfère aller chercher le 80-90 évidemment, mais ça va. En dessous de 70% jusqu'à 50%, je suis en mode et en dessous de 50%, globalement, c'est bon, bah, on va voir quoi.
mais c'est pas des actions sur lesquelles je me base pour ma partie, quoi. Ouais. Donc en général, j'essaye d'aller chercher le 70%. On va dire que je serais un peu plus. J'aurais moins de ventre mou que toi, je serais un peu plus on-off, quoi. C'est, en dessous de Hmm. 70%, c'est bien. En dessous de 50%, je considère que c'est pas dans mon plan de jeu, et puis on verra bien. Et puis entre 70 et 50, bon, bah, si c'est une action qui est pas déterminante pour ma partie, j'y vais. Si je suis globalement dans une situation pas très sympathique, enfin comprendre, je suis en train de perdre, bon, bah, je vais les tenter parce que si j'en ai besoin. Mais si je suis en maîtrise de la partie, c'est pas forcément les actions sur lesquelles je vais me reposer. Ouais. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment visible, surtout sur la façon dont tu as fait tes paliers là, c'est enfin, quelque chose qu'on a beau savoir, qu'on a beau répéter, qui est souvent sous-estimé, c'est l'importance des débonus et des démalus. Hmm. Hmm. Quand on regarde les colonnes, enfin, à quel point, par exemple, en déblanc, les débonus augmentent les statistiques, c'est monstrueux. Sur un 8+, 2 débonus, ça nous fait passer de 40-60% de chance, on va dire 50 pour faire le point médian, à 80% de chance. On passe d'un truc à une chance sur deux de passer à un truc qui est pas auto, mais qui est quand même de très très bonnes probabilités de réussir. Hmm. Donc c'est vraiment un mécanisme en fait à ne pas sous-estimer. Et moi je le vois souvent. Alors, dans les parties, quand on joue les cartes de combat, parce que enfin, il y a la charge, il y a des mécanismes avec l'alchimie, avec des règles spéciales qui permettent d'aller chercher des bonus, mais pour moi le vecteur principal qui permet d'aller chercher ces bonus, ça reste le jeu de Shifumi avec les cartes de combat. Et je vois assez souvent quand même des joueurs qui s'obstinent sur on va dire l'attaque ou aïe à la botte ou alors la brutale parce que je vais faire des dégâts, etc. Parfois, vraiment, il faut se dire, ok, tant pis, je fais un peu moins de dégâts, mais des fois, il vaut mieux aller chercher une action où je vais faire j'ai 80% de chance de réussir, et tant pis, je vais mettre 3 de dégâts à la place de 5 que de mettre 0. Parce que si je prends, j'ai un des bonus, alors je vais prendre un 7 plus, voilà, bah un 7 plus par exemple, je dois faire 7 plus. Si je me doute que l'adversaire, par exemple, au hasard, je joue contre une sentinelle du cœur de fer, à l'expert normal, vu la partie, je pense qu'elle va faire normal. Si je vais chercher l'attaque qui va me mettre le plus de dégâts, bon, bah, je vais chercher, j'ai globalement 50% de chance. Par contre, je prends celle avec qui est le counter à la normale, je vais tout de suite passer à 80% de chance. Ok, je vais peut-être faire un peu moins de dégâts, mais en attendant, je vais vachement assurer les dégâts que je vais faire. Et c'est là pour moi où il faut quand même, et pareil dans le même sens avec les démalus, hein, bien se rendre compte qu'en fait quand on est effrayé, l'impact que ça a sur nos stats il est énorme par exemple. Ouais. Et Ouais. moi c'est là-dessus où je trouve que c'est important en fait de jongler avec les stats. Hmm. Hmm. Oui, effectivement, là, ce qui met bien en évidence, ce qu'il y a à retenir de ce tableau, déjà, outre un peu comment nous, on a tendance à prendre des décisions, c'est effectivement ce qui, globalement, il faut que vous reteniez dans ce tableau, c'est, bon, bah, vous voyez, en fait, quand vous êtes en blanc et que vous n'avez que 2 dés, les grosses probas de réussir, c'est seulement sur des actions qui font que du 5+. Quand on est sur 6+, et moins, enfin, et encore plus, enfin 6, 7, 8, etc., euh, ça commence à devenir très compliqué. On voit que quand on a un des bonus, bon bah, tout ce qui est 7 plus, 6 plus, ça se fait très facilement. Le 8 plus, ça se fait encore bien, etc. C'est un peu ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Tu l'as dit, effectivement, bien avoir en tête l'impact du débonus, mais moi je dirais surtout l'impact négatif du démalus. On voit Oui, que oui, le bah ça ouais, démalus, il tape encore il est monstrueux, plus... ouais. Ouais, il baisse encore plus fort que le débonus n'augmente. Et l'autre truc à voir aussi qui est intéressant, et où moi je m'en suis rendu compte avec ça, c'est que en fait vous voyez que quand vous passez en jaune, vous touchez pas vraiment moins. Vous touchez moins évidemment si vous essayez de faire du 9 plus, allez 8 plus, 9 plus, 10 plus. Mais 10 plus c'est rarissime dans le jeu. Globalement le jeu effectivement, parce que bon, on est a priori dans l'appli d'expert, mais quand même pour les débutants qui nous écouteraient, globalement les jets de dés ça a tendance à aller entre 5 plus et 9 plus. Ouais. C'est rare d'avoir mieux que 5 plus, c'est possible, mais c'est rare. Ouais, il y a du 4 plus quand même, il y a assez souvent du 4 plus. Entre 4 plus, ça va entre 4 plus et 9 plus. Avoir plus que 9 plus, il faut avoir du 2 qui tape du 12 de def. Bon, alors, j'aurais dû le faire au tout début ce disclaimer, mais j'y pense que maintenant, ça ne vaut pas pour les jets de combat, enfin pour les jets en opposition, ce tableau. C'est des stats plus compliqués, ça m'a saoulé de le faire, voilà, démerdez-vous. Mais ça vaut pour les jets de difficulté classique, donc où on compare une stat à une autre stat flat, et il n'y a pas deux jets de dés en opposition. Voilà, parenthèse fermée. Donc ce que je disais, c'était que en fait, on voit que quand tu passes en jaune, sauf sur les 8 et 9+, finalement tu touches
à peine moins. Par exemple, tu vois, Ça touche pas tes stats globalement. le 6+, tu passes de 73% à 69% sur 2 dés jaunes. Bon, ça change pas grand-chose. Par contre, ce que ça fait surtout quand tu passes en jaune, c'est que tu tapes moins fort. Parce que tu n'as plus la Ouais, c'est masse, ça. donc tu n'as plus accès aux 2 dernières colonnes. Sauf en brutal, tu peux avoir l'avant-dernière. Et tu n'as plus non plus la 3e colonne, qui fait que la 4e colonne Mhm. devient beaucoup plus dure à obtenir. Euh, voilà, donc le fait de passer en jaune, ce qu'il faut que vous disiez quand vous passez un adversaire en jaune, c'est pas il va moins me toucher, parce que ce sera pas vrai, sauf si vous avez des très hautes défenses, mais ce sera quand il me touchera moins fort. Et par contre, on voit que quand on passe en rouge, bah, effectivement, non seulement quand on touche moins fort, mais par contre, on touche beaucoup moins souvent. Et on voit par exemple, moi je trouve que ce tableau, il m'a fait relativiser la puissance de Berak. Euh, on voit que par exemple, un Berak qui essaye un enchevêtrement sur un truc qui a 12 de défense, avec ses 2 dés rouges, il a que 34% de chance de réussir. Donc en fait, comptez pas sur le fait que Berak enchevêtre un héros Kaliman, par Mhm. exemple. Bon, Ouais, ouais. là, j'en demande des cas un peu précis, mais en fait, on voit à quel point le dé rouge, ça défonce les stats. Et puis bon, si vous avez du dé rouge malus, vous voyez qu'en fait, même faire un dé juste à 5+, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Sachant que oui, pareil, ce qui n'est pas présent dans ce tableau, enfin, mini disclaimer, mais qui est un cas, on va dire, assez rare, il y a quelques rares cas, c'est qu'on considère que tous les dés du jet sont de la même couleur. Il y a quelques cas où Oui. tu peux avoir des dés malus de couleurs différentes ou des dés bonus de Mm. couleurs différentes, mais là on considère que l'ensemble des dés du jet sont de la même couleur. Effectivement. Moi, ce que je trouve vraiment parlant, enfin, et pour sans s'épancher non plus pendant des heures sur ce tableau, c'est que, enfin, euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire Alchemy, et c'est un jeu pour moi de stratégie, on parle souvent d'échecs, etc., avec un petit peu des jets de dés, mais à quel point, en fait, globalement, alors oui, il y a des jets de dés, donc il y aura toujours une part d'aléatoire, hein, comme tu disais tout à l'heure, 100% de stats, ça n'existe pas sur des dés. Pour autant, enfin, en tout cas, 3 etc., quand on lance 2 dés, ça n'existe pas. Pour autant, en fait, on peut vraiment maîtriser ses stats avec les dés bonus et les dés malus. On Mm. peut vraiment aller chercher. Pour moi, l'exemple qui est le plus parlant, c'est le 7+, qui est le G moyen. Quand on lance des dés, on va dire en général, on a tendance à dire j'ai 50% de chance. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais on est entre 40 et 60% de chance. J'ai un dé bonus, j'ai 80% de chance de le faire. Mm. Donc, on passe d'une action qui est globalement allez, si Dieu le veut, à une action qui est qu'on maîtriser quelque part en disant bah là c'est quand même une action qui a de très très fortes chances de réussir. Donc là je pense qu'en fait c'est vraiment une bonne illustration de se rendre compte à quel point on peut maîtriser les actions et leur dérouler dans la partie en ayant un petit peu ses stats en tête. Alors Ouais. venez pas avec votre tableau de stats en tournoi imprimé à côté de la table parce que ça c'est de la triche par contre. Mais ayez ces échelles, ces notions d'échelle, de probabilité, ça peut vous permettre à des moments, quand vous n'êtes pas très sûr de votre move, de la charge, de l'action que vous voulez faire, vous dire attends, bah là finalement, je suis globalement safe, ou alors en fait là je suis en train de me lancer dans un plan complètement traquenard, hein, j'ai aucune chance de toucher, laisse tomber, c'est pas la bonne action quoi. Ouais. Ouais. Voilà, repérez-vous des valeurs un petit peu, tu parlais du 7+, des valeurs qui ont tendance à revenir souvent. Mettez-vous quelques points de repère. Moi, par exemple, je sais qu'un 9+, en 2 dés blancs, c'est bon, j'avais 25% en tête, bon, c'est 28, ok. Et que ça passe à 50% avec un dé bonus. Donc, ça, par exemple, c'est intéressant pour un tir. On a le dé bonus de visée, tu sais que tu doubles tes chances de succès. Tu te dis si c'est un tir vraiment important sur un, comment il s'appelle, Hakim par exemple, bon bah pourquoi pas, tu peux tenter une chance sur deux, pourquoi pas. Euh, mais voilà, repérez-vous quelques valeurs très importantes. Et puis après, vous savez, bon bah voilà, si tu as le 7+ en tête, tu sais que 8+ c'est moins probable. Voilà, tu te repères quelques trucs comme ça. Moi, globalement, ce que j'ai retenu, c'est que quand j'ai que 2 dés, il faut faire 6+ ou moins, donc 5+, 4+, machin, et que quand j'ai le dé bonus, il faut faire 7+ ou moins, que 8+ ça passe encore, mais qu'après, toutes les autres probas, c'est des probas vraiment pas terribles, quoi. Et ça Et du coup, suffit. bah, je suis d'accord, et quitte à enfoncer le clou encore et encore, pour moi, ces stats alchimie, il y a des gens qui vont les avoir parce que ils ont un peu l'état d'esprit comme ça, etc., et qui vont les avoir de manière plus ou moins innée. Il y en a, ils ont pas besoin de faire le tableau, ils sentent à peu près le truc, etc. Mais moi, je trouve que de manière générale, on sent la différence entre quelqu'un qui joue en connaissant, en ayant une notion de ses stats et ceux qui jouent sans en fait chercher à comprendre la notion de ses statistiques. C'est évident. Il y en a un, pardon? J'ai dit oui, c'est évident. Et oui, et en fait, ça se voit sur la table. Et quand il y en a un qui joue avec cette notion-là et l'autre qui joue sans ces notions, la partie, en fait, elle est
moi je trouve assez asymétrique, parce qu'il y en a un qui est vraiment en maîtrise en fait de ce qui est en train de se passer, alors que l'autre va jouer en réaction par rapport aux stats que vous allez lui donner, les opportunités que vous allez lui donner, enfin, sans aller complètement à la suite de l'épisode, et vous allez vraiment prendre, il y a une balance qui est en train de complètement se désaxer, quoi. Mm, ouais. Ouais, bah là c'est tout le reste de l'épisode. Là on en a fait assez sur la partie stade. Ouais, ouais, Je vais complètement. remettre nos têtes. Voilà, le but c'était cette intro passionnera pas forcément tout le monde, mais c'était nécessaire pour que vous ayez ça en tête pour la suite de l'épisode, pour que vous sachiez que ça existait et vraiment, même si c'est peut-être pas votre passion les stats, faites l'effort d'aller rechercher ce tableau et alors bon, il est quelque part sur un ancien forum, alors pas celui-là c'est le mien, mais un équivalent. Mais de toute façon, vous avez la vidéo maintenant, donc vous pouvez mettre pause, voilà. Mais faites l'effort de vous arrêter dessus et d'essayer de vous souvenir de 2, 3, 4, 5 valeurs clés. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, on va pouvoir aller du coup dans tout le reste de l'épisode, qui est la partie beaucoup plus intéressante selon moi, qui est en fait, bon, une fois qu'on a ces stats en tête, euh, qu'est-ce qu'on fait sur le reste? On a parlé de gestion des risques et des opportunités dans le but de prendre des décisions. Donc le premier point nous qu'on s'était noté, euh, c'était de manière générale, avant de choisir, enfin quand vous envisagez le panel d'actions que vous avez, avant de savoir laquelle vous allez faire, ça va être d'évaluer les bénéfices à jouer cette action et à la réussir par rapport aux pertes à jouer cette action et à la rater. Et une fois que cette balance est faite, y associer une statistique, y associer pardon, une Non, il y a statistique saucé, qui quand est t'es bien dans la sauce. pertinente. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Je ne sais plus sur quel exemple je prenais, où je disais que sur tel type de stats, selon cette balance, j'allais exiger plutôt un 60%, plutôt un 80%. Forcément, une action, si vous la réussissez, qu'elle vous met pas si bien que ça de la réussir, mais que par contre la rater, ça vous détruit la partie, Ce sera très préjudiciable. genre exposer une figurine clé. Euh, et bah, du coup, évidemment, il va falloir mettre en face une statistique qui est extrêmement probable, euh, enfin extrêmement haute, je dis pas une statistique probable, une statistique qui est extrêmement haute et où a priori vous avez d'énormes chances de réussir votre action, peut-être un 90%, peut-être un 95%, selon la gravité si ça se passe mal. À l'inverse, une action où si vous la ratez c'est pas si grave, ou bien si vous la réussissez c'est extrêmement bon pour vous, bah là vous pouvez vous permettre de mettre une statistique plus faible et de descendre peut-être à 70, peut-être à 60%. Après là c'est à vous c'est à vous aussi, il Ouais. n'y a pas de règle, hein, c'est à vous de mettre la jauge là où vous estimez qu'elle est bonne, quoi. Ça marche, alors, à prendre, on va dire, avec un petit peu de philosophie, mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que par exemple, une action avec un gain-perte mauvais, c'est-à-dire faible gain et grande perte, alors de manière générale, c'est une action que normalement, enfin, une décision que vous devriez éviter de prendre dans le jeu, mais il y a des moments où on n'a pas trop le choix. Et bah, au moment où on prend, enfin, en gros, on peut essayer de se débrouiller pour créer des conditions, pour faire en sorte qu'au moment où on va réaliser cette action, on mette les stats de son côté. Quand on est sur une action qui est globalement un faible gain, grosse perte, mais qu'on est dans une impasse, vaut mieux que cette action soit à 80% de chance qu'à 20% de chance. C'est clair. C'est clair. Et pour ça, effectivement, c'est ce que tu disais, selon votre composition, selon euh, la composition de l'adversaire, selon le scénar, selon les timings, etc., vous allez justement pouvoir, alors peut-être pas transformer un 20 en 80, mais vous allez pouvoir mettre plus ou moins élever cette proba. Je ne sais pas si vous savez qu'en jouant votre alchimiste, par exemple l'oracle ou l'évocatrice, et l'évocatrice je crois qu'il donne des bonus, vous allez pouvoir par la suite donner un des bonus à une de vos figurines où vous avez prévu de faire une action qui si elle rate est catastrophique et si elle réussit elle est super bien pour vous, et qu'en fait vous avez que 70% de chance de réussir, vous dites j'ai peut-être pas envie de remettre ma partie à une chance sur 3 de rater. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que assez Analyser comme souvent ça. on se dit 70% de chance de réussir c'est énorme, mais tu te dis ouais mais en fait tu as 30% de chance de rater.
Et 30%, c'est quasiment une fois sur trois. C'est-à-dire une fois sur trois, la roulette russe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui joueraient pas à la roulette russe, c'est une sur 6. Bon, Oui. bah là, c'est une sur 3, tu vois. Non, et puis, enfin, c'est souvent le discours des gens qui disent ouais, 70% de chance c'est énorme, c'est inratable, et qui à côté vont dire aussi ouais, 30% de chance, franchement ça passe. Bah, du coup, c'est Oui, énorme. oui, Si oui, ça oui. passe, Mm, c'est que ça passe pas aussi quand t'as 70% de chance de passer, quoi. mm, ouais. Et puis aussi, alors là, on va rentrer dans un niveau de précision statistique peut-être non nécessaire, mais on va le faire une fois, et puis on va pas rentrer dans des statistiques plus poussées que ça. Mais il faut aussi sur votre plan que vous pensiez que le plan c'est une succession d'actions, qu'il y a une succession de probabilités, et que Oui. si vous prenez une action, enfin si en fait votre plan c'est je vais tuer cette figurine en la tapant 2 fois et j'ai 50% de chance de réussir, et bah la probabilité pour vous de réussir les 2 fois les 50%, c'est une chance sur 2 fois une chance sur 2, donc une chance sur 4. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que même enchaîner deux actions à 80% de chance, donc 4 chances sur 5, c'est Oui. que 16 chances sur 25. Alors 16 sur 25, je ne sais pas combien ça fait, on se rapproche des 50%, on doit être à 60%, parce que 16 sur 32, ça fait 50, donc on doit être à Oui. 60-65%. Donc enchaîner deux actions à 80% de chance, vous n'avez plus qu'une soixantaine de pourcents de chance que ces deux actions réussissent. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête avec les stats, quoi. Si t'es à 80% de chance, t'as 20% de chance fois 20% de chance que ça ne réussisse pas. Hmm, ouais, Enfin, 0,2, ça fait 0,4. Ouais, donc ça doit. t'es Ouais, dans ces eaux-là, quoi. ouais, ouais. Je me demande si là on n'est pas en train de faire. Ne jamais faire de maths en live. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ouais, carrément, voyant. Vous avez C'est compris là, l'idée, attends. c'est que plus votre part d'échec est grande, bah, du coup, plus vraiment votre part, quand vous multipliez ces actions, devient énorme. Oui. Parce qu'encore une fois, juste des actions à 50%, on pourrait se dire c'est pas dégueulasse, mais enchaîner deux actions à 50%, c'est plus que 25% de chance de les réussir. Si vous en faites 3, c'est plus que 12%. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. De les réussir d'affilée, quoi. Ouais, oui, de toutes les réussir, quoi. Euh, je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans, je me suis un peu perdu, ça va peut-être pas être l'épisode le plus construit. Je sais plus ce que tu disais quand j'ai précisé ça. Non, mais sur les dégâts, enfin, on parlait sur le choix des actions et de se dire que comment dire, Oui, on était en train de que la dire range de statistiques que 70. tu fais au Ouais, moment où tu vas faire l'action, tu dis ça passe, etc. Faut que tu la oui, considères dans un plan de ça jeu y est. plus global. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ouais, voilà. Et effectivement, donc j'étais en train de dire l'aura qui peut donner des bonus, etc. Donc effectivement, ce que tu étais en train de dire, c'était le fait de maîtriser sa stat. Et je complétais en disant que du coup, voilà, il faut aussi savoir identifier le fait que à une action donnée et donc une statistique donnée, vous avez des potentiels de venir améliorer cette statistique par la suite en jouant d'autres profils. Donc là, je donnais mon exemple de l'évocatrice qui venait donner un des bonus et on a vu plus tôt à quel point le débonus pouvait avoir un impact fort. Et à l'inverse, peut-être aussi identifier chez l'adversaire, euh, lui, des potentialités qu'il a de diminuer fortement vos statistiques pour vous. Si par exemple il y a une figurine qui pourrait vous effrayer, ce genre de choses, quoi. Voilà un peu Yes. pour l'aspect gain, perte, balance. Voilà, donc pour résumer ce point, encore une fois, l'idée c'était estimer, enfin, vous avez en tête le fait de faire une action, ok, si vous réussissez cette action, quelle est la conséquence? Essayez de pousser un petit peu loin la conséquence, pas juste vous dire, bon, bah, je l'ai tapé, voilà. Euh, et si vous l'avez raté, quelle est la conséquence? Pareil, essayez de pousser un petit peu la conséquence à plusieurs actions consécutives. Vous faites une balance, d'un côté il y a les bénéfices, d'un autre côté les pertes. Idéalement, c'est ce que tu disais, hein, vaut mieux que la balance bénéfice soit bien plus importante que la balance perte, sinon normalement c'est même pas quelle stat on met en face, c'est plutôt on prend pas cette décision. Et une fois qu'on a identifié tout ça, vous mettez une stat qui vous paraît pertinente. Nous, on vous a déjà donné nos avis sur les bonnes valeurs à mettre en face en fonction des types d'actions. Une fois que ça c'est dit, il y a, c'est ce que j'ai commencé à toucher du doigt, c'est à une action que vous voulez faire, essayez d'anticiper les réactions que pourra avoir votre adversaire à votre action jouée.
Et pareil, vous faites l'évaluation balance-gain, balance-perte par rapport aux réactions que va, va pouvoir avoir l'adversaire. Donc là, on commence à être dans des niveaux d'anticipation assez élevés. Euh, mais voilà, c'est ce qu'on a dit. Vous faites, je sais pas, vous faites une charge. Ok, bah derrière, quand lui, il va reprendre la main sur le jeu, qu'est-ce qu'il risque de faire? Est-ce qu'il va me charger avec cette fille-là? Quel est le pire? Quel est le mieux pour moi? Est-ce qu'il va charger avec celle-là? S'il me charge avec celle-là, moi, qu'est-ce que je vais faire avec, Hmm. derrière? Etc., etc. Et ça, idéalement, il faut le pousser bah, le plus loin possible. Bah, un exemple, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu caricatural, un peu simpliste par rapport à ce que tu dis, mais pour illustrer, aller faire une charge à 60% de chance de toucher, disons, Mm, alors qu'en se positionnant de la sorte, on offre par exemple à un adversaire la probabilité de nous taper deux fois 80% de chance, bah, la réaction en mm, termes de statistiques, en fait, elle n'est pas de notre côté. On peut se dire, ah, j'ai 60 ou 70% de chance, c'est vachement bien, mais in fine, en fait, notre stat, comme tu le disais, le palier personnel, moi, 60%, je la trouverais pas extraordinaire. En tout cas, je la considérerais pas comme une action à valeur ajoutée, je dirais. Et par contre, on en donne à notre adversaire. Donc, mm. faut anticiper ça aussi par rapport au plan de jeu, avoir un peu une idée des stats du côté de l'adversaire par rapport à nos caractéristiques de défense et nos profils pour bah, lisser ça au maximum. Ouais, c'est ça. Et puis ça, du coup, bah, vous le faites aussi loin que vous en êtes capable en termes de projection. Et puis derrière, bah, en fait, à chaque action, vous avez un ensemble de conséquences positives et un ensemble de conséquences négatives. Vous avez peut-être 3, 4, 5 actions en tête. Et derrière, ça vous permet de choisir celle qui vous semble le plus appropriée. Sachant que parfois aussi, derrière, c'est pas tellement choisir laquelle vous faites, mais c'est plus choisir dans quel ordre vous les mettez. De vous dire, Oui. bon, bah, je fais d'abord celle-là, et celle-là, je la ferai aussi, mais c'est juste que je la ferai au tour suivant, quoi. Et juste, enfin, pour préciser quelque chose, alors après, quelque chose sur lequel on n'est peut-être pas d'accord d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cet échange de manière très factuelle. Pour moi, faut pas non plus, enfin, parce que là, si on parle d'anticiper les stats sur plusieurs actions en fonction de la réaction et tout, je pense qu'il faut pas non plus Mm, surintellectualiser le truc. C'est-à-dire qu'il faut juste en fait avoir conscience du déroulé de la mm, partie. En se disant, en faisant cette action, globalement, j'offre à mon adversaire la possibilité de faire ça et ça. Les stats, s'il fait ses actions, sont globalement de cet ordre de grandeur, ça me mettrait dans la panade, ça me mettrait bien, etc. etc. Faut pas se dire à chaque fois qu'on fait la moindre action, attends, je fais trois tableaux Excel dans ma tête, tac, 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 ok, c'est bon, j'ai le schéma de JB de tronc, cerveau en éruption. C'est pas ça, c'est juste avoir des ordres de grandeur globalement sur les actions des uns et des autres pour voir si globalement c'est plutôt nous qui sommes en maîtrise des statistiques et donc du coup qui allons faire pencher normalement la balance en notre faveur plutôt que l'adversaire. ouais. Oui, parce qu'effectivement, là, la manière dont on essaye de Oui, oui, mettre mais à plat un processus mental, donc c'est pas évident et ça peut paraître très fastidieux, très compliqué, mais finalement, voilà, c'est effectivement, là, on pousse un peu la réflexion. ouais, ouais, ouais. Dans les Mais tu faits, vois, effectivement, comme tu le dis, à chaque action, on n'a pas 15 conséquences avec 15 probas, etc., quoi. pour illustrer là, enfin, pour rebondir sur l'exemple enfin, ce que tu disais, l'exemple que j'avais pris en chargeant si chargé, moi personnellement, j'analyse pas chaque figurine qui peut potentiellement charger les probabilités ou quoi. J'identifie les deux plus grosses menaces que j'ai. Ok, ça serait quoi alors globalement, si ils viennent à me contrecharger, c'est quoi les probabilités, c'est quoi leurs dégâts, et puis j'analyse le gain-risque à partir de ça. Mais je vais pas forcément Ouais, faire mais la matrice de l'ensemble des possibilités, quoi. ça, j'imagine qu'en fait, ça vient Avec avec l'expérience l'habitude de aussi. l'avoir fait, Oui. et où du coup, tu te dis, en fait, mon truc, il a 11 de défense, je considère même pas les recrues qu'il y a à côté, parce que oui, sur un bon Oui, jet de dés, elles pourront me faire quelque chose, mais statistiquement, elles feront pas grand-chose. Donc, je c'est vrai pense qu'il y a un aussi que côté ça, expérience ça, aussi. ça vient, voilà, c'est des automatismes qui se mettent en place à force d'avoir fait un peu l'exercice aussi. Après, voilà, de toute façon, tu peux évidemment pas à chaque action en considérer 60 de ton côté, de ton adversaire, c'est impossible. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais c'est intéressant de parfois se dire, avoir l'exercice conscient, comme on en a parlé dans des épisodes précédents au niveau de l'estimation, de parfois se dire, voilà, je sais que c'est bon, mais je vais quand même faire une estimation juste dans ma tête pour m'habituer à estimer. Bah là, c'est pareil, ça peut être intéressant de faire l'exercice pour justement venir se créer des automatismes euh, et avoir finalement des cas de réflexion où on se dit, bon, bah voilà, ça je sais que, en fait, à force d'avoir ce type de réflexion, euh, ça se transforme, les automatismes qui se créent dans votre cerveau et qui se font, en fait, c'est tel profil contre tel profil, je sais que c'est bon.
C'est pas, Oui. 5 de combat contre 12 de défense, je sais que c'est bien. Je sais que j'envoie un Templier sur tel profil, je sais que ça se passe bien. Tu vois, les Templiers, en plus, je suis en train de penser à ça. Très bon exemple aussi, dans le sens où je trouve qu'avoir cette notion des stats, ça permet aussi de se défrustrer sur certains trucs. Je prends l'exemple, le Templier, il a 5 de combat. S'il fait 7 plus 5, si mes maths sont encore bons, ça fait 12, c'est la valeur de Ouais. défense maximum du jeu. Mm, Il a expert brutal. mm, Expert... 7 plus avec un des bonus, c'est 80% de chance de réussir. mm. Donc le Templier, il touche. Oui, Et une fois qu'on a, en fait, une fois qu'on a accepté ce truc-là, alors on peut trouver ça fort, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais ça permet de se défrustrer aussi dans la partie, parce qu'il y a cet effet aussi dans les stats, et des fois on se dit, ah, il a de la chance, ou non, j'ai pas de chance, etc. Quand on a un peu conscience de ça, on se dit, ok, de toute façon, le Templier, s'il me charge, il va me toucher. Voilà. ouais, ouais. Oui, Et ça permet en fait de voilà d'appréhender aussi les profils d'une autre manière, de mm, pas se laisser porter en fait par les dés, par l'effet de jeu, se dire ok bon bah oui il touche, très bien comment je vais gérer. mm. Ouais, t'as raison, je Parce vais que rafficher 5 secondes le tableau des stats pour bien mettre le visuel sur ce que tu as dit. Effectivement, ce que tu as dit, c'est que le Templier, son pire jet de dés, c'est un 7+, c'est donc ça. on est là. Que nativement, quand il tape en brutal, de toute façon, il a un des bonus. Quand il Oui. charge, il en a 2. Donc vous voyez qu'en fait, euh, 81 et quand il est 91%. en blanc, il a 80, voire si vous allez au-dessus, 90 voire 95% de chance de tout toucher dans le jeu. Et vous voyez qu'en fait, quand il est en jaune, il reste avec des probas insane. Le 12 de défense, voilà, il peut un peu le rater, mais tout ce qui est 11 de défense et moins, en fait, il a 90 tout le temps. Et son pire, C'est ça. c'est contre du 11 de défense en rouge avec un seul des bonus, c'est 83% de chance. Donc effectivement, c'est ce que voilà, je remets nos têtes. Euh, Effectivement, ça sert à ça d'avoir ce tableau en tête aussi, c'est de se dire, tu as très bien dit, le Templier, c'est un profil qui touche quasi tout le temps. Je ne peux pas espérer qu'il me rate, je ne peux pas me dire, oh j'ai 12 de défense, il va me rater. Bah non. Ouais. Donc Et s'il effectivement. touche, c'est pas genre tu dis ah t'as eu de la chance, tu vas toucher 3 fois avec ton Templier, genre non, enfin Non. oui alors effectivement 3 fois 90% de chance, ce n'est pas 90% de chance, mais statistiquement oui bah je t'ai touché 3 fois. C'est Mm. les stats sont de mon côté. Et ça permet voilà, Exactement. d'appréhender, je trouve, de la façon dont tu vas jouer contre aussi de manière différente et de pas te laisser porter en fait par les résultats des dés dans la partie, qui est pour moi en fait le, l'effet, on va dire l'effet le plus pervers, je trouve, dans les stats. C'est quand tu te laisses porter par le sentiment de chance ou de Ouais, malchance. ouais. Alors ça, on en reparlera dans un autre épisode, mais effectivement, c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode, c'est pour remettre du terre à terre sur les notions de chance et malchance, parce que comme tu le dis, et on abordera ça bien plus en détail dans un autre épisode, mais comme tu le dis, euh, le fait de commencer à vous dire mon adversaire a de la chance, moi j'ai pas de chance, alors déjà, spoiler, dans l'énorme majorité des cas, c'est faux. La loi des grands nombres, les gens n'ont pas de chance et les gens n'ont pas de chance, c'est statistiquement pas possible. Alors oui, ça arrive de Il y a des faire, parties, il y a voilà, des parties, ça ça arrive. arrive de faire une partie sur 20 où vraiment on n'a pas de chance, mais quand tu écoutes les joueurs, c'est une partie sur 2 où ils n'ont pas de chance, ça c'est pas possible. Par contre, effectivement, tu peux ne pas avoir de chance sur une décision importante et avoir des chances sur des décisions non importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on vous renvoie à quelques minutes en arrière où on disait c'est très important d'avoir la balance et d'y mettre les bonnes stats en face parce que vous réduisez cet effet. C'est sûr que si vous Ouais. prenez une décision importante à 30% de chance, bon bah oui, vous allez avoir pas de chance, ouais. Euh, mais bon, voilà. Et donc oui, pour conclure là-dessus, voilà, effectivement, c'est important d'avoir ça en tête, de remettre du terre à terre pour essayer de vous éloigner du côté sentiment et de vous dire ah j'ai pas eu de chance, ah il a eu de la chance parce que globalement ça vous amène juste, ça vous brouille l'esprit et ça vous amène à des moins bonnes prises de décision par la suite. Je voulais faire une mini parenthèse parce que depuis le début on parle beaucoup combat et là les minutes qui vont suivre on va d'autant plus axer l'épisode sur le combat. Euh, Tout simplement parce que c'est le cas où on a le plus de jet de dés, c'est le Oui, c'était combat lequel et le le plus de tir. jeté. Vous avez quelques rares trucs comme les jets d'esprit, les jets d'effrayant et les jets d'initiative. Tout ce qu'on Il y a dit, quelques ça jets reste d'alchimie. valable pour ça. Les jets d'alchimie, ça n'existe plus. Enfin, si, tu as Bah, t'as oui, quelques t'as un mode formules qui ont d'enfant. des effets Oui, appliqués oui, avec des. oui, oui, yes, tu as raison. Par exemple, Feng Zhao. Euh, mais du coup, voilà, typiquement, là, ce qu'on a dit, ça reste valable à avoir en tête. Alors, le jet d'initiative, c'est un jet d'esprit en opposition, mais vous pouvez quand même avoir une idée un peu des stats par rapport aux différences que vous avez par rapport à votre adversaire, l'état de santé, etc. Mais typiquement, remettre des stats sur est-ce que je vais avoir l'initiative au prochain tour de manière probable, et donc comment je veux remettre euh,
quelle disposition je veux donner à ma fin de tour par rapport à est-ce que je vais l'avoir ou est-ce que je vais pas l'avoir. Voilà, c'est Alors, rappelant globalement. que les stats du jet d'initiative ne sont pas couverts par ce tableau. Oui, oui, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais. Oui, oui, Mais tu as quand même, pardon. enfin, tu te doutes que du T'as coup, si tu t'as as un plus indice. 2, si tu Oui. plus 2 au stats native, et ce qui est intéressant aussi, là, avec les stats que vous avez vus, ce qui est intéressant aussi, c'est ça vous donne une idée sur les jets en opposition, principalement l'initiative, s'il vaut mieux choisir un personnage qui a 8 d'esprit ou un personnage qui a 7 d'esprit mais un des bonus parce qu'il est tacticien par exemple, ou un personnage qui a 8 d'esprit et qui est en rouge, on l'a vu, le rouge c'est catastrophique, par rapport à un qui a 7 mais qui reste en blanc ou pourquoi pas en jaune. Voilà, donc certes ce tableau ne couvre pas le jet Mais ça donne des d'initiative parce que indications. c'est un jet en opposition, mais ça vous donne quand même des indications sur comment sont influencées les stats. Bon voilà, et puis après bon, on a les jets de réflexe, on a tout ça, globalement les jets d'esprit, euh, pour l'effrayant, globalement tout ça, enfin ça reste valable, c'est les mêmes stats, mais effectivement l'épisode va être axé beaucoup plus combat, et donc on retourne tout de suite dans le combat, euh, Brr. pour rentrer dans le cas un peu plus spécifique donc des combats. Quand vous choisissez de faire des actions de combat, et d'envoyer une figue attaquer une autre, il y a plusieurs choses à faire. Évidemment, considérez vos dégâts maximum, considérez les dégâts minimum, parce que voilà, ça permet quand même de prendre des indications, mais surtout, Le ce qui va champ des être le plus possibles. important, ça va être évidemment les résultats les plus probables. Mhm. Les dégâts max, c'est quand même important, parce que pour revenir dans l'exemple de la partie qu'on a fait à la finale, il y a un moment, j'ai décidé d'attaquer le long soupir avec mon Garland, parce que le long soupir a 8 PV et Garland a au maximum 8 dégâts. Donc, par exemple, je suis sur un coup de chance, je le one-shot, et puis après, je me suis dit, bon, si je le tue pas, derrière, de façon 1 ou 2 PA, je le termine, etc. Mais le, la, la sortie, enfin, l'outcome, l'issue maximale, même si improbable, elle reste à prendre en compte, parce que à deux décisions qui globalement se valent, s'il y en a une qui vous donne une potentialité de le one-shot ou de le passer directement en rouge, alors que l'autre il reste avec un PV ou il reste en jaune, bah, du coup vous allez peut-être vous orienter sur l'autre, parce que globalement les décisions se valent, mais, Il y en a l'issue une qui est sur un facteur voilà, chance un peu plus clutch, quoi. voilà. Et c'est comme ça que parfois on va mettre la chance de son beau côté. Parce que voilà, pour one-shot une figurine, il faut avoir de la chance, mais il faut aussi avoir mis les conditions qui te permettaient de le faire. Parce que si tu ne peux pas la one-shot, tu peux pas la one-shot. Euh, donc voilà, considérez les dégâts max, évidemment les dégâts max faisables par rapport à votre état de santé, les coriaces, etc. Les dégâts minimums, et donc comme je disais, surtout les résultats les plus probables. On va refaire un tout petit peu de statistiques pour quelques secondes. En blanc, je ne connais pas les stats quand on n'est plus en blanc, mais en blanc, vous avez 60% de chance, à peu près, de mémoire, d'avoir une combinaison de symboles qui vous fait tomber soit dans la première colonne, soit dans la deuxième colonne. Donc si vous êtes en rapide, ça veut dire que vous avez environ 60% de chance de sortir des résultats définitifs en première colonne, coucou les ombres, en normal, première, deuxième, et en brutal, deuxième ou troisième. Donc pour quelque chose qui est en blanc, alors ça c'est vrai sans le débonus, en blanc, etc. Mais bon, encore une fois, ça donne la tendance. C'est là qu'il y a la plus grosse probabilité par rapport au symbole qu'il y a sur les dés. Bon, sachant qu'évidemment, quand on passe en jaune et en rouge, on perd des symboles, donc les Oui. probabilités augmentent. Donc c'est encore plus vrai ce que je dis. Mais donc du coup, les dégâts moyens que va faire une figue, en général on tape en brutal dans le jeu. C'est pas une règle immuable, mais en général on tape en brutal. Donc les colonnes importantes à regarder, c'est la colonne 2 et la colonne 3. Et sur une charge, plutôt la colonne 3, parce que vous avez un dé de plus, donc voilà. Et voilà, et après, les colonnes qu'il y a à côté, on est sur l'issue favorable maximale dont je parlais juste avant, mais on n'est pas sur l'issue probable. Souvent, on voit dans les discords, dans les discussions, on voit, ah, tel profil, il tape à 6, tel profil... Non, une fois sur 15, tant qu'il est en blanc, il tape à 6. Mais de manière probable, il tape en fait à 3. Et c'est ça qu'il faut que vous regardiez quand vous prenez des décisions. Parce que vous dites, bon, ok, lui, je le charge, j'ai beaucoup de chances de faire sur la charge en brutal ma troisième
ma quatrième colonne assez facilement, mais au-dessus, ça commence à être vraiment de la chance. Une fois que j'ai fait ça, quelle est la situation? Est-ce que je l'ai passé en jaune? Oui, non, ça valait le coup, oui. En fait, lui, il reste en blanc, il reste très dangereux. L'autre, là-bas en face, en fait, il passe... ah bah tiens, vu sa barre de vie, il passe en rouge. Voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut que vous regardiez. Et pareil, sur cette base de dégâts moyens, en combien de PA vous irez tuer votre cible? Est-ce que vous faites 3 dégâts minimum et le mec il a 9 PV, donc si vous touchez tout le temps, vous savez qu'en 3 PA c'est terminé. Vous savez que vous pouvez aller chercher, par exemple, un Templier, on en parlait tout à l'heure, il peut facilement aller chercher une fois un 4, une fois un 5. Bon ben un 9 C'est PV une table peut de dégâts. facilement se sortir en 2 PA. Mais par exemple, pareil, un 8 PV, il le sortira beaucoup beaucoup plus facilement en 2 PA. C'est quasiment obligatoire qu'il sorte un 8 PV en 2 PA. Alors qu'un 9 PV, ça implique d'avoir un peu de chance, même si c'est pas monstrueux. Mais c'est ça qu'il faut que vous regardiez dans les PA. Je te laisse un peu broder, je Mais vais boire parce que ma gorge... non, pas de souci. Non, mais j'allais dire que enfin, moi, je trouve que c'est une notion qui est hyper intéressante. Et moi, je trouve que le profil qui illustre vraiment bien ça, c'est le Kiki, enfin le guerrier totem au rock. C'est-à-dire qu'on a souvent, enfin, en fait, enfin, typiquement, voilà, entre Ouais, des joueurs au rock expérimentés et des un peu moins expérimentés, il y a ceux qui vont lancer leur guerrier totem au rock et puis qui vont dire ah, c'est nul, je t'ai fait que 4-5. Et puis, il y a ceux qui ont l'habitude, qui se sont rendus compte, ou alors parce qu'ils ont fait les stats, etc., que globalement, avec la brutale, ça va tomber quelque part entre la deuxième et la troisième colonne et qu'ils vont faire entre 4 et 5 sur une attaque en fonction de si les dés sont sympas. 3 et 4. Ah oui, si, ouais, bon, ouais, ok, yes. 4, on va dire statistiquement 4, et puis 5 si les dés sont un peu sympas. Mais qui vont pas faire 7. Hmm. En fait, c'est là aussi où les gens, les gens, quand on maîtrise pas forcément cette notion, on a tendance à se focaliser en fait sur les dégâts maximum. Alors qu'en fait, c'est loin d'être les plus probables. Et il vaut mieux se recentrer et faire ses choix d'action et de décision, comme tu le disais, sur des ranges de dégâts qui sont hautement probables pour avoir les décisions les plus éclairées, quoi. C'est ça. Et parce que parfois aussi, parfois en fait, mettre 2 fois 3 dégâts à un mec, ça suffit. Et en fait, Oui, lui mettre 5 suivi de 3, ça fait pas une différence monstrueuse. Donc ça change rien. Oui. c'est un peu tout ça qu'il faut regarder. Et ça, ce qu'on a dit sur les dégâts, ça va être valable chez votre adversaire. C'est-à-dire que c'est évidemment ça qu'il faut prendre en compte aussi quand vous avez peur de vous prendre un truc dans la tête. Et c'est aussi ça qu'il faut que vous regardiez un petit peu lorsque vous décidez de passer une cible en jaune ou en rouge. Parce que parfois, il y a des trucs, typiquement le kiki, vous le passez en jaune, vous réduisez énormément son potentiel de dégâts, il vous fera beaucoup moins mal. Le Templier, vous le passez en jaune, ça change pas grand chose. En Ça rouge, change oui, rien. mais ça change pas rien, mais ça Non, change ça pas change grand rien, mais ça chose. change Ça peu. change pas grand chose, ouais. Parce qu'il a une Donc c'est table de ça qu'il dégâts en fait qui faut. est très resserrée, quoi. Ouais, ouais, il a une table de dégâts qui est très resserrée et son 5 de dégâts en brutal, il l'obtient sur un double H en Oui. décalant. Et en fait, le double H, t'as le 4, t'as le 1, enfin t'as 3D. Enfin bon, bref, là on rentre dans. C'est un peu trop poussé, mais voilà, la notion, c'est ça. Euh, donc c'est ça aussi qu'il faut que vous regardiez quand vous dites je décide d'attaquer lui pour le passer en jaune parce que on attaque rarement une personne en se disant je le charge et à la fin de mon activation il est mort, c'est assez compliqué. Normalement, enfin sauf s'il est déjà entamé. Mais, Si, si, j'ai entendu. voilà pour ce point-là. Euh, toujours dans cet aspect un peu de tape, va aussi y avoir le fait de considérer les possibilités de vos dommages en fonction de la cible. Le meilleur exemple, je pense, qui pour moi est vraiment un cap qui rend un profil très dangereux, c'est s'il peut vous toucher à 5+. Parce que s'il peut vous toucher à 5+, alors le 4 et le 1 il passent, et 4 et 1 c'est double Oui. H. Et double H en brutal, c'est l'avant-dernière colonne. Donc sur la majorité des profils, ça fait mal. Encore une fois, le Templier, 5 de combat. En fait, un Templier qui tape quelque chose qui a 10 de défense et moins, il est monstrueux parce que même s'il sort un 4 et 1, qui est un GD qu'on pourrait se dire un peu pas terrible, il le touche et il fait 5 de dégâts, c'est dégâts max. Donc il y a ça aussi qu'il faut que vous regardiez. C'est par rapport à l'état santé actuel de ma figurine et par rapport à ce que je décide d'attaquer,
il me faut 4+, 5+, 6+. Ok, si j'ai 6+, quelle combinaison de dés me donne des trucs sexy? Quand c'est 6+, bon bah le 6 et 1 il passe encore. Par exemple, voilà, dès que vous avez eu du 8+, le 6 et 1 il passe plus. Il n'y a plus que le 6 et 4 qui passent pour faire les gros dégâts. Il y a encore le double 4. Bon, mais voilà, vous voyez l'idée. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est par rapport au- à la valeur, à la difficulté. Voilà, par rapport à la difficulté de votre jet de dés que vous avez à faire et votre état de santé, euh, bah, vous avez derrière des options de choix de symboles ajoutées à des chiffres En plus ou moins fait, étendus. là, enfin, je sais pas si tu me rejoins, mais pour peut-être un tout petit peu simplifier le propos, c'est d'avoir une notion, en fait, parce que sur les dés blancs, il y a une hache sur le 1, et Hmm. c'est d'avoir une notion, en fait, des combinaisons où la hache sur le 1 passe. Parce que le 6, de toute façon, c'est la masse, Oui, c'est un oui, 6, de t'as toute façon, raison, ça fera passer le truc, etc. t'as raison. C'est le 1 avec la hache, c'est celui-là qui fait chier. Enfin, Hmm, c'est ce dé-là qui fait chier. hmm, À partir du moment où il y a des combinaisons un petit peu, on va dire, litigieuses en termes de valeur, j'entends par la basse, avec le 1, donc la hache qui passe, hmm, globalement, ça va faire. Oui, t'as raison. Et du coup, globalement, c'est 6-1, 5-1, 4-1, quoi. Ouais, c'est En ces gros. combinaisons-là Hmm, qui. ouais, ouais, oui, t'as raison. C'est effectivement. Non, mais c'est pour le Ouais, ramener non, à un mais niveau. t'as Enfin, raison. sur la théorie, t'as complètement raison, Mm. mais. Non, non, mais t'as raison. Finalement, c'est- c'est ça l'essentiel de ce point-là, parce que tous les autres combinaisons, bon, c'est brodé pour pas grand-chose, quoi. Donc tu as très bien fait. Euh, ok. Euh, Moi, je voulais faire un petit laïus sur la parade, et puis après, je te laisserai peut-être prendre un peu plus le lead sur Après, la suite de l'épisode. Donc la parade, bon, déjà, on l'a déjà dit un certain nombre de fois, carte trop souvent sous-estimée. Il n'y a pas que les attaques, les CC d'attaque. Donc la parade, avant, alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait une parade. Il y a le fait de ne pas vouloir prendre de dégâts, et il y a le fait de vouloir surtout ne pas prendre de dégâts, mais quand même taper l'adversaire. Parce que parfois il y a des parades, c'est juste on temporise, on ne prend pas de dégâts, et il y en a où on sait qu'on va balancer une grosse patate à l'adversaire. Donc évidemment, sur ce deuxième type de parade, où le but c'est de faire 3 de plus que l'adversaire et de lui en renvoyer une, bah, la question à vous poser c'est est-ce que vous avez les bonnes prédispositions pour faire ce 3+. Donc globalement, exactement. est-ce que vous avez 3 de combat de plus que l'adversaire ou plus? Parce que si vous avez le même état de santé, vous n'avez pas vraiment raison de faire plus. Enfin, sur une charge où vous avez le même nombre de débonus. Parce qu'un cas ou l'autre, si vous avez le débonus, pas l'autre, et que vous avez que 2 de combat de plus, vous avez pas mal de chances de le sortir. Mais évidemment, plus vous avez de combat par rapport à votre adversaire, plus vous avez une belle proba de faire ce 3+. Mais là où moi ça m'intéresse un peu plus, c'est le cas où vous voulez faire une parade pour ne pas prendre De dégâts. de dégâts. Et en fait, là, il y a évidemment la question que tout le monde se pose qui est euh, quel est mon combat par rapport à la cible et à quel point j'ai de probabilité de gagner ce jet. Ça, ok. Ça semble. Enfin, c'est évident. C'est dire, bon, j'ai 3, l'autre il a 5, je vais peut-être pas pareil parce que de toute façon, il va me passer. Il a de fortes chances de passer. Voilà. Mais Mais ça ne là s'arrête pas là. où moi je voulais rajouter de la précision, c'est en fait à quel moment le fait de faire une parade vous facilitez la tâche à votre adversaire de le toucher, de vous toucher. Et là, en fait, ça Ouais, se regarde, c'est juste votre profil avec lui-même. C'est-à-dire à quel point votre G de D va donner un résultat global plus élevé que votre défense, qui fera donc que ce sera plus dur à passer que votre adversaire, puisque comme vous le savez, quand vous faites une parade, la défense ne rentre plus en jeu. Et donc là, on retourne tout simplement sur notre petit Mhm. tableau de base, c'est-à-dire qu'en fait, si euh, votre figurine a 3 de combat et qu'elle a 12 de défense, la différence entre 3 et 12, bah, c'est 9+. Donc on est dans léger à 9+. Donc on est là. Vous voyez qu'on est sur des pros. Alors avec le débonus, mais vous voyez que du coup, vous êtes sur des probas vraiment pas terribles. 53% de chance en blanc, ok, mais 30% en jaune. Et bon, en rouge, c'est même pas possible. Par exemple, un truc qui a 3 de combat et 12 de défense et qui est en rouge, en faisant une parade, vous augmentez forcément les chances que votre adversaire vous touche. C'est ça. Bon, voilà. Et je pense que c'est le. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais voilà, c'était juste avoir ça en tête, en fait, de vous dire, bon bah voilà, en fait, plus ma défense est haute par rapport à mon combat, plus en fait, en faisant une parade, tout simplement, j'augmente les chances que l'autre me touche. Et encore une fois, pour prendre cet exemple
3 de combat, 12 de défense, qui est par exemple le cas d'un méhariste, et parfois je vois des gens faire des parades avec des méharistes, en fait, vous avez 47% de chance de tout simplement faciliter le fait que l'autre Ouais. vous touche. Voilà. Et puis ça, Bah, c'est c'est sans même parler du fait que, en plus, si le mec il a un meilleur combat, la stat elle est encore pire. bah, c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment l'exemple typique hein, que vous pouvez voir. C'est par exemple, il y a un certain nombre d'alchimistes qui ont 12 de défense. Mm. Enfin, que ce soit Caliban, Soukos il a 12, Feng Zhao il a 12. Enfin, il y a un certain nombre d'alchimistes qui ont 12 de défense. Et je sais pas, j'envoie, enfin, pour l'avoir déjà vu, on envoie une recrue sur cet alchimiste pour le fixer ou quoi. Ouais, ouais. Et un réflexe naturel de beaucoup de gens, c'est de se dire attends, j'ai de la concentration, je veux pas la perdre, je vais faire une parade. Mm. Avec la parade, comme tu l'as très bien expliqué, en fait, vous allez augmenter les défenses enfin, la chance de votre adversaire de vous toucher, en fait, par rapport à. Mais si c'est sur la charge, vous avez le nombre de dés égal, et même si c'est pas sur la charge, vous avez beau avoir un dé bonus, en fait, si vous faites un mauvais jet, vous allez augmenter les chances qu'il vous touche. Donc, Ouais. c'est pas. Globalement, c'est pas ouf. Et en plus, vous perdez un pair. Mm. Mm. Là Oui, où, en c'est fait, en ça. faisant inactif, vous gardez des très bonnes chances de ne pas être touché, et vous conservez des PA, qui est quand même la ressource, je pense, la plus précieuse du jeu, globalement, parce que c'est celle qui vous permet de gagner. Donc, faut vraiment, enfin, moi je pense que si je devais caricaturer ce que tu dis en conseil très simple, c'est quand on a un 3 de combat qui tape sur un 12 de défense, sauf si un cas où je sais pas, il vous reste un PV, et encore non, c'est pas le bon cas. Enfin, à part cas exceptionnel, un 3 de combat qui tape sur un 12 de défense, ne faites pas de parade, faites de l'inactif. Ouais. Oui, oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Et même, enfin, bon, peut-être pas si vous avez du 5, en fait, ça dépend de votre combat. Mais Ça typiquement, dépend du combat. effectivement, en fait, c'est vrai que tu as eu raison de préciser ça, parce que là où ça pousse un peu plus le commentaire, c'est que parfois on peut se dire, bon, mon truc, il a 3 de combat et 12 de défense, et le truc qui me charge, il a 2 de combat, donc je fais une parade. Mais en fait, non, parce que par rapport à ce que j'ai dit, bah, votre 3 de combat qui a 12 de défense, le fait de faire une parade, vous avez d'énormes chances de faire tout simplement que le 2 de combat en face, il va plus facilement vous toucher. Donc c'est Bah, pas c'est ça. uniquement se dire j'ai 3 de combat, lui il en a 2 et puis en plus j'ai mon des bonus. C'est à quel point vous facilitez le fait qu'il passe sa défense. Facilite, et en plus ça vous coûte des PA, donc enfin, Oui, c'est oui, vraiment oui, un en calcul plus, mais ouais, c'est un calcul ouais, enfin, qui est ouais, catastrophique in ouais, fine, quoi. c'est ça. Donc faut vraiment, il faut pas avoir peur en fait de tanker par moment. Tant Mm, pis, et de garder, c'est de croire en les stats, exactement. Parce que de croire en pour l'âme des stats. l'âme des stats, pour aller un peu plus loin, et puis après je pense qu'on sera allé assez loin là-dessus, euh, c'est que effectivement si vous vous dites oui d'accord mais j'ai 3 de combat, lui il a 2 de combat donc j'ai des belles probas, s'il fait 9 et que moi je fais 10 je le pars, oui d'accord, mais s'il fait 9 vous avez 12 de défense, il vous ratait. Enfin 9 je parle le résultat global, hein. Oui, Pas oui, que des. oui. Enfin de toute façon s'il avait 2 de combat il ratait dans tous les cas. Donc c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que en fait le 3 de combat contre le 2 tu as tout un tas de jets de dés où effectivement ta parade réussit, mais c'est une parade où de toute façon si tu n'avais pas fait ta parade il te ratait quand même. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est à quel point, enfin c'est ce que on a dit plus tôt, c'est en fait c'est votre combat par rapport à votre défense pour savoir si vous réduisez les chances d'être touché ou pas, quoi. Après ce Euh, qu'il faut mettre aussi dans la balance, c'est parfois euh, juste le fait de te faire toucher c'est chiant, et ce qui t'intéresse c'est vraiment de prendre zéro dégâts, et te faire toucher mais prendre un dégât n'est pas acceptable quand même, et du coup dans ce cas là peut-être qu'il vaut mieux quand même prendre la parade. Bon, ouais, mais tu vois, je prends, en fait, là, si j'ai les yeux qui partent un petit peu, je suis désolé, je rejetais un coup d'œil au tableau de stats. Pour vraiment finir d'illustrer, disons que j'ai un cas d'un alchimiste. En général, enfin, à part Ibrahim, il n'y a pas beaucoup de profils qui ont des gros combats et 12 de défense, il me semble. non. Bah, il y a Donc, des là, profils il y a du 11 de voilà. défense, il n'y a pas que le Il y a 12, du 11 de mais défense. il n'y en a pas Mais, beaucoup, ouais. mais pour caricaturer, en général, les 12 de défense, c'est plutôt sur des profils type Mm. alchimiste, etc., qui Mm. ont plutôt tendance à avoir entre 2 et 3 de combat. Si vous faites charger par une recrue, au hasard, donc 3 de combat, donc le fameux cas que tu évoquais, ça fait qu'il faut faire 9 plus sur les dés. Mm. S'il n'a pas chargé, s'il a 2 dés, enfin s'il n'a pas de bonus, c'est entre 20 et 40% de chance de toucher. S'il a un dé bonus, c'est entre 40 et 60. Et s'il a 2 dés bonus, c'est entre 60 et 80. Donc en fait, le seul cas qui vous embête vraiment, c'est celui où il a 2 dés bonus. Et s'il a 2 dés bonus, en fait, votre parade, de toute façon, vous en avez qu'un, il a statistiquement plus de chances de vous toucher. Oui, dans un cas où tu as peu de combats. Ouais. Oui, dans un cas Mm, où tu as peu de mm, combats. Donc mm, pour moi, tu vois, en fait, quand tu regardes la stat, mm, la parade n'a pas de sens, entre guillemets. c'est ça. Sauf cas exceptionnel, parce qu'il y a toujours un cas où il y en a un qui va dire ah, mais s'il y a ça et ça et ça. Ok, là d'accord. Mais dans 99% des cas, en fait, la parade est un mauvais calcul dans Mm. ce cas-là.
c'est ça. Et Et pour puis, autant, je suis pas en train de dire que la parade c'est nul, hein. La parade c'est génial, hein. exactement. On en Mais parlera dans une finalement, autre vidéo, ce mais qu'on dit, c'est que la parade, plus que se juger par rapport à ton adversaire, ça se juge par rapport à ta propre défense en réalité. exactement, Voilà, pour résumer simplement, quoi. exactement. Donc voilà un peu pour... enfin un peu, non pas un peu, voilà beaucoup pour, pour Pour tous la ces partie, ouais. cas liés au... Là on était rentré un peu dans le détail des combats. Tu voulais nous aborder, Ouais, moi nous aborder, nous je voulais parler aborder, mais je veux Ouais, t'aborder tu aussi, voulais. Mathieu. Eh monsieur, mon Monsieur, damoiseau. mon damoiseau, monsieur, vous êtes charmant. Non, moi je voulais parler de la première partie du titre de la vidéo, parce que du coup ça s'appelait risque, opportunité et statistiques. On a parlé beaucoup de statistiques, un petit peu de risque. Je voulais parler un peu plus de risque et d'opportunité. Alors ça va être un peu moins technique, on va dire mathématique. C'est plus des grands concepts, enfin échanger autour de ces grands concepts qui, personnellement, je trouve pertinents dans l'alchimie, dans d'autres choses de la vie d'ailleurs, pour globalement savoir quand est-ce qu'on prend les décisions les plus avisées et surtout qu'est-ce qu'on fait de ces décisions. La notion en fait pour moi qu'il faut bien garder en tête quand on joue à alchimie ou d'autres choses, on parle de risque. Un risque en fait il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à part, il n'y a pas d'action, enfin à part si vous jouez le scénario, mais à partir du moment où vous jetez les dés, le 100% n'existe pas. Vous pouvez maîtriser la stat, vous pouvez la mettre de votre côté, là on en a longuement parlé, mais il faut accepter en fait que l'action potentiellement ça se passera mal. Il faut avoir cette donnée directement en tête et en évaluer les conséquences. Et puis il faut aussi accepter parfois de perdre des choses. C'est-à-dire, bah, j'ai fait une action qui avait une bonne chance de réussir, je l'ai ratée. Bah, plutôt que de se relancer, comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait, quand on multiplie les GD, finalement, on a tendance à lisser sa stat vers le bas. Des fois, il faut accepter de dire, ok, j'ai fait mon action, j'ai raté, tant pis, j'accepte ma perte. Continuer à entreprendre cette action en boucle n'est plus la bonne solution parce que ma stat de réussir au final, ou mes chances ne sont plus les bonnes, je réévalue le risque. Alors ça, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu technique ou décousu la façon dont je l'aborde, mais c'est-à-dire qu'en fait, action après action, il faut que vous soyez capable de réanalyser les probabilités et les risques que vous prenez par rapport à l'action suivante, une fois que la précédente est résolue, et d'accepter en fait que des fois, bah, on a pris un risque, on a perdu, il faut accepter les pertes, que ce soit en termes de PA dépensés, que ce soit en termes de figurines perdues, parce que... Et accepter ce risque, en fait, in fine, ça vous permet, vous, de vous consolider dans votre plan de jeu et de faire douter l'adversaire. Alors là, on déflore peut-être un autre épisode de podcast, mais quand globalement, vous faites une partie où vous avez tendance à maîtriser vos stats, et que quand la stat, elle vous échappe, c'est pas grave, vous maîtrisez toujours. J'en connais un ou deux qui disent, mais je sais jamais si l'action c'est bien ou pas, ton visage c'est toujours le même. Et ben là en fait vous faites douter votre dessin parce que vous acceptez vos risques et vous acceptez vos pertes qui sont inhérentes au risque. Une partie où 100% de vos actions vont se passer comme vous voulez, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est très très rare. C'est les parties golden, celles-là on les encadre en disant, ah tu te souviens là. Faut accepter C'est qu'il y a des plus choses que qui vont très pas se rare. passer comme vous voulez. Donc, toi, enfin, je sais pas si toi, tu as quelque chose à réagir par rapport à cette acceptation des pertes. Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est. Alors, là, jusqu'à maintenant, on a dit que toute cette première partie d'épisode, on avait dit que on constatait une vraie différence entre un joueur qui globalement appliquait tout ce qu'on disait et un joueur qui ne le fait pas, que ça se voit dans les prises de décision et la maîtrise. Et je Ouais. pense que là, ce dont tu es en train de parler, c'est le niveau d'encore d'après qui est plus dur à faire. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, alors c'était très dense, mais une fois qu'on a bien en tête les statistiques, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est pas le plus compliqué. Euh, Par contre, là, ce dont tu parles, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah voilà, on est sur le fait de se réadapter, savoir dire stop à un moment et arrêter d'investir dans une voie qui ne peut plus proposer de rentabilité intéressante. Alors, ce gap où il faut pivoter, il n'est pas forcément facile Oui. à identifier parce que parfois, tu as raté ton action, mais retaper, ça reste la bonne décision. Et parfois, tu re-rates. Et là, par exemple, là, dans l'exemple que je donne, beaucoup de joueurs vont se dire bah, attends, j'ai déjà mis 2 PA, je mets un troisième PA de tape. Et peut-être qu'en fait, à ce moment-là, bah, là, tu en as raté deux, Bah, c'est trop cher d'en mettre un troisième, il vaut faut mieux garder changer ce de plan. troisième PA pour faire autre Mm. chose. Ouais. Et ça, vraiment, c'est, je pense, peut-être le plus dur, mais ce qui fait le plus la différence. Et du coup, juste pour peut-être résumer, tu me dis si je résume bien là le point que tu as dit, ce serait finalement, bon, tant que à chaque PA,
tant qu'il se passe comme prévu, tu n'as pas trop de raison de réévaluer ton plan, même si tu peux quand même le faire parce qu'il se peut qu'il y ait une réaction en face où ton PA a pu réussir comme c'était prévu, mais il y a quand même pu avoir une réaction non prévue, notamment quand tu te bats. Parfois, tu peux attendre que le mec il fasse inactif et en fait non. Et puis, tu peux aussi avoir le cas où tu as fait plus de dégâts que ce que tu avais envisagé Ce que et où tu du compté, coup, ouais. une réévaluation serait quand même pertinente, même si c'est un cas quand même beaucoup plus rare. Mais par contre, à chaque action échouée, en fait, il faudrait réévaluer. Et peut-être que suite à la Bah, c'est ça. réévaluation, le verdict, c'est je continue comme c'était prévu, même si j'ai raté. Mais Mais en tout c cas, mais je c'est pas réévalue. automatique et Mm, en fait, des fois, il faut accepter que, bah, tant pis, cette action, en fait, elle a raté et c'est perdu. mm. Enfin, l'action est perdue et en fait, faut couper avant que ce soit l'hémorragie pour, enfin, pour, du coup, j'ai dit que je parlerais pas trop de stats, mais mine de rien, ça aide à illustrer. Imaginons que je suis dans une partie où j'ai besoin d'éliminer, pardon, une figurine. Il lui reste, je sais pas, 4 PV, 3 PV. Je charge avec une figurine en jaune et qui doit faire un 7+ pour toucher. Globalement, valeur Mm. assez classique. Je vois où tu veux aller. Avec ma charge, j'ai 75% de chance, j'ai un des bonus, j'ai donc 75% de chance de réussir. 75, je le disais tout à l'heure, moi au-dessus de 70, je considère que c'est des probabilités qui sont acceptables et que c'est un bon move. Manque de bol, je rate mon jet. Mon axe, je peux dire, bon bah tant pis, imaginons que c'est un 3PA. Je vais retaper. Il se trouve que sans mon dé bonus, mon 7+ en jaune, je n'ai plus que 49% de chance de réussir. C'est vachement moins bien. C'est vachement moins bien. Donc je peux dire, ok, bah, j'ai 2 PA, donc 49% de chance, c'est une chance sur 2, normalement ça passe. Peut-être, mais je peux aussi me dire, bah en fait la probabilité, elle est là, j'ai peut-être des choses plus intéressantes, après des fois il n'y a rien d'autre, et puis tant pis, on y va, hein. Mais j'ai peut-être des choses plus intéressantes à faire que de lancer des dés, d'avoir une chance sur 2 de réussir, au petit bonheur la chance, de ces PA-là. Et accepter en fait sa perte, de dire ce PA-là, mon action, bah, en fait, elle est ratée, il s'est pas passé ce que je voulais, je m'adapte. Je sais pas si c'est plus parlant comme ça avec cet exemple-là, mais de se dire que en fait, des fois, s'obstiner dans quelque chose parce qu'on l'a entrepris et parce qu'on investit, enfin, c'est aussi un peu le pour ceux qui sont un petit peu dans le développement personnel ou un truc que j'entends souvent, c'est le biais du temps perdu. C'est un petit peu la même chose. C'est pas parce qu'on a investi des PA ou des ressources dans un plan de jeu qui est en train de mal se passer qu'il faut forcément aller au bout du truc. Et bon, dire bah tant pis, j'arrête l'hémorragie. Ça se passe pas comme je veux. Globalement, je suis en train juste de perdre des ressources. On change de braquet. Et tant Ouais. pis pour ce qui est perdu, on va essayer de gagner ailleurs. Ouais. J'en profite du coup pour faire une mini parenthèse et je te laisse reprendre le train juste derrière. Ça Et va faire un petit placement vous de produit. pouvez, exactement non rémunéré, mais vous pouvez lire le livre qui s'appelle Vous êtes sur le point de commettre une terrible Une terrible erreur, non? décision, une terrible erreur, un truc comme ça. You're about to make a terrible mistake. Ouais, vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision. Bon, voilà, vous trouverez. euh, qui est justement sur tous les biais psychologiques. Et honnêtement, ça aide à prendre des bonnes décisions, que ce soit dans le jeu ou de manière plus large. Après ça, derrière, vous en faites ce que vous voulez. Mais même dans le cadre là où on parle d'alchimie, etc. Enfin, là, tu parles des biais. Alors moi, je le nomme biais des coûts irrécupérables, mais bon, il a autant de noms que de personnes qui le prononcent. Mais c'est sur quelque chose de complètement pertinent. Le biais de confirmation, etc. Bon, bref. Parenthèse fermée, voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui, pour la prise de décision, là on parle de prise de décision, donc pour la prise de décision générale dans absolument n'importe quel domaine de votre vie, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. On est en train de partir en Metal Kevy, podcast où on parle de la Je n'ai méta pas lu sur ce votre vie. livre, mais tu m'as donné très envie de le lire. Ouais, Je pense que je peux il est devenir très un bien. meilleur joueur grâce à ce livre. Voilà, je te Vous laisse êtes, vous êtes reprendre le fil. peut-être qu'un jour on écrira, vous êtes à 2 doigts de faire un terrible jet de dés. Exactement. Et de crier Alchemy et de faire C'était sauter l'oreille interne de Tim. ou de d'autres personnes de faire. Ah là là. Beaucoup de choses à écrire dans ce livre, hein. Il serait quand même très dense. Un livre audio. Un livre audio, ouais, un audiobook, bah, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en fait, hein. Exactement, finalement. Voilà, fin de la digression. Pour revenir un petit peu à ce que je disais, en fait, je pense que ça fait bien le lien. Je parlais du coup, bah, de temps en temps, il faut réévaluer aussi son plan, enfin, par rapport, voilà, accepter les pertes, les coûts irrécupérables, le temps perdu, ce que vous voulez. Ce qu'il faut évaluer aussi, en fait, à chacune, enfin, dans les actions un petit peu clés, c'est finalement, bah, du coup, bah, tant pis, accepter sa perte, mais aussi évaluer les gains. Et quand je dis évaluer les gains, c'est les gains pertinents. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a des gains qui sont évidents,
qui sont des gains immédiats, mais qui ne vont pas forcément nous permettre d'avancer grandement dans la partie. Et il y a des gains qui sont un peu plus discrets, mais qui vont être des gains long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois il y a, je sais pas, votre adversaire qui va avancer une figurine, qui va charger par exemple avec une figurine qui va se retrouver exposée sans PA. Vous pouvez aller la savater directement. C'est un gain. Potentiellement, vous lui supprimez sa figurine. Pour autant, en fait, lui, la figurine a déjà joué. Vous jouez votre figurine, vous lui avez supprimé, donc ça vous donne un avantage dans la partie. Mais l'adversaire, vous ne lui avez pas enlevé des options de jeu. Si vous dites, ce gain, je l'ai identifié, donc j'ai identifié cette opportunité, mon gain potentiel, mais c'est un gain immédiat qui n'a pas forcément d'impact direct sur le long terme, parce que j'ai une probabilité de le rater, parce qu'en plus, c'est pas dit que vous allez tuer cette figurine. Vous pouvez dire, bah, plutôt avec ma figurine, je vais aller jouer le scénario, je vais forcer l'adversaire à jouer, et une fois que j'aurai, peut-être qu'en fait, avoir joué le scénario, par exemple, ça va vous permettre de passer au hasard, parce que vous avez l'avantage sur le scénario, et en prenant cet avantage d'une autre manière, vous allez vous retrouver dans une situation à la fin, où éliminer la figurine adverse, ça sera gratuit. Vous n'aurez plus que ça à faire, et l'adversaire ne pourra pas contre-jouer derrière. Je sais pas si c'est clair. Je te vois froncer les sourcils. Non, Ce non. que je veux dire, c'est qu'il y a des gains qui sont vraiment immédiats. C'est un peu le même délire que. Alors, je suis désolé, on va rentrer dans un truc un peu métaphysique aussi. Mais les plaisirs immédiats versus le plaisir différé. Enfin, moi, moi qui je fais de la peinture, c'est un truc que je constate. Il y a le plaisir différé, c'est de se dire, ok, bah, j'investis maintenant et j'aurai le résultat plus tard. Et ça, c'est des décisions qui sont pas toujours évidentes à, à identifier. Mais quand on les identifie, on va dire, les mettre dans la balance par rapport à des trucs un petit peu plus immédiats et en évaluer les gains et surtout en fait s'y accrocher quand on se dit là il y a un vrai gain, tant pis ça va être un petit peu dur, tant pis je laisse passer du gain immédiat mais qui me ferait pas forcément avancer directement. Enfin, le gain immédiat il fait forcément avancer directement, mais au final, ce que j'aurai plus tard sera mieux. Bah, quand on l'a identifié, il faut tirer dessus. Ouais, alors, Après, c'est un risque. le gain immédiat, il fait pas forcément avancer directement parce que dans Alchemy, on joue par activation interposée. Donc Oui. parfois, toi, en prenant un gain immédiat, tu peux. Alors, ok, sur l'instant, à la fin de ton activation, oui, tu as avancé. Mais par contre, parfois, tu ouvres des options de jeu à ton À adversaire ton adversaire et aussi, qui en sont plus, tout à fait. catastrophiques pour toi, quoi. Oui. Et oui. Mais ça, ils en parlent aussi Bon, dans le livre, il me semble. Donc en fait, tu l'as déjà lu. C'est toi qui l'as écrit. c'est moi qui l'ai écrit. Bah voilà, bah, je suis très content que tu aies placé mon Bah, je te livre. remercie d'avoir écrit ça. Ah bah écoute, je suis content d'avoir changé ta vie, mec. Non, blague à part, enfin, c'est vraiment le truc, enfin, l'exemple typique, enfin, pour l'avoir constaté, enfin, vu un certain nombre de fois en tournoi, c'est vous avancez, vous, enfin, je joue, je sais pas, je vais toujours prendre les mêmes exemples. Une recrue sur le scénario, On la prend souvent en exemple, la recrue. ouais, mais parce que ça vaut 10 points, c'est du sacrifiable, c'est du consommable, la recrue. Et puis c'est nul. J'avance là, j'irai pas jusque-là. Je vous renvoie au Metal Kebi sur Avalon. Non, mais j'avance un Jaraya, une recrue, un lancier triadique, ce que vous voulez, un sacrifiable sur le scénario, et l'adversaire se dit attends, super, je peux le charger directement, je peux lui supprimer son truc, et il va m'envoyer le Templier dessus. Mode tiens, je te supprime ta figurine. Mais en fait, lui, il a pris un gain immédiat, il m'a supprimé une figurine, très bien. Sauf qu'en attendant, moi, c'est une figurine qui avait déjà joué, donc il m'enlève pas d'option sur le tour. Lui, il a joué une pièce forte, dont je n'ai plus à me préoccuper, voire je peux la sanctionner derrière. Et j'ai accepté, en fait, enfin, je rebondis du coup, je suis désolé, c'est un peu des rebonds. J'ai accepté ma perte, c'est-à-dire je prends un risque, j'expose ma figurine, j'accepte le fait de la perdre, ça fait partie, on va dire, du plan. Et en plus, lui, il a pris un gain immédiat, moi, pour un gain long terme. Parce que du coup, il a joué une figurine très forte, donc moi, ça va peut-être m'ouvrir des nouvelles options de jeu, peut-être que ça va même m'offrir la possibilité de sanctionner cette figurine très forte que je n'aurais pas eu dans d'autres cas, etc. Et c'est là où, des fois, voilà, la tentation, j'ai envie de dire, la tentation du gain immédiat, elle peut être perverse. Faut pas l'ignorer, parce que des fois, il y a des gains immédiats qui sont très bons. Genre, je suis sur un objectif, je le joue, je prends l'initiative sur la partie, à toi. C'est un gain immédiat qui fait avancer dans le jeu, mais c'est pas uniquement un gain immédiat, c'est un gain long terme aussi. Oui. Oui, et puis après, tu peux avoir aussi enfin, oui, non, ça reste des gains long terme. Je pensais à, j'en sais rien, supprimer un alchimiste qui a des airs des faits, mais effectivement, du coup, on est complètement sur du long terme. Ouais. Et effectivement, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait quand on parlait des balances bénéfices-risques. On disait qu'il fallait anticiper les réactions potentielles de l'adversaire, mettre ça dans la balance, etc. Faire une succession de balances pour prendre votre décision. Donc, naturellement, là, ce que tu étais en train d'expliquer,
quand l'autre, enfin votre adversaire, quand l'autre, quand votre L'autre. adversaire, il envoie une pièce maîtresse sur un appât que vous lui avez donné, ou même pas forcément un appât, mais peu importe quand il le fait, vous derrière, dans votre prise de décision avec cet arbre à ramifications, et ben vous coupez une branche à la base avec plein de ramifications potentielles, ça vous fait tout un tas de choses à considérer en moins. Et C'est ça. donc des Un monde de décisions plus possibles qui vient de simples à mourir sous prendre. vos yeux. Voilà, exactement. Vous avez coupé une branche de l'Yggdrasil. Euh, Bam. T'as tellement d'infinité possible. Mais ça va avec, pour moi, alors on en a déjà en fait parlé un peu en filigrane pendant tout l'épisode, enfin c'est une notion que je voulais aborder, mais pour moi on en a parlé à travers tout l'épisode jusqu'à présent, donc je vais aller rapidement dessus, la mitigation des risques. Quand vous prenez un risque, en fait il y a deux choses qu'il faut analyser, c'est sa probabilité et son impact. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites une action qui a, comment dire, un fort risque mais un impact faible, on en parlait tout à l'heure, bah, c'est pas une bonne décision. Quand vous prenez un risque, il faut globalement aller chercher les risques qui ont le ratio euh, impact probabilité qui soit le plus faible. Enfin, faut que l'impact de votre risque vis-à-vis de vous, je vais reformuler, je suis désolé. Il faut que lorsque vous prenez un risque, soit l'impact, soit la probabilité, vous cherchez à le minimiser. Quand je dis le risque, enfin quand je parle de l'impact, c'est l'impact du risque sur vous. C'est si ça se passe mal, c'est quoi la probabilité, et si ça se passe mal, enfin il faut que soit cette probabilité soit faible, soit le fait que ça se passe mal vous impacte faiblement. ouais. Je vais aller un petit peu dans la caricature, mais pareil, c'est un peu du vécu parfois en tournoi. C'est l'action où il y en a un qui va à un moment, troisième tour en général, il traverse la table, il essaye de vous tuer une figurine, il dit bon bah du coup j'ai pas réussi à te la tuer, j'ai perdu. Mais si je te la tué, je gagnais. Mais si Certes, tu me la mais tuais pas, tu perdais, comme tu viens de le tu dire. perdais. Et peut-être que tu avais d'autres manières de gagner que de me tuer cette figurine-là. Et en fait, l'impact globalement, la probabilité impact et l'évaluation du gain versus perte de cette action est pas forcément le bon. Ouais. Je sais pas trop forcément comment le rendre plus lisible, enfin cette notion plus lisible qu'avec un exemple comme ça. C'est pas parce que cette action elle me fait gagner, si elle vous fait perdre aussi, si elle se passe mal et que globalement les stats sont pas forcément incroyables à du 99% de chance, c'est peut-être pas la meilleure action de la partie, même si potentiellement vous fait gagner. Mm. Mais effectivement, tu as, deux choses là-dedans. Tu as effectivement le fait que euh, une action qui, si elle se passe mal, vous fait perdre. Parce que ça arrive que t'es des trucs, c'est une action, ça se passe mal, on s'est perdu. Sauf si derrière le mec il m'enchaîne des double 1, des machins, mais normalement ça n'arrive pas. Euh, donc une action qui vous fait perdre, euh, si en face, donc ça c'est la balance perte, si en face la balance gain, c'est pas bah, je gagne instantanément, ça se prend même pas comme décision. Et c'est pas parce Mm. que il y a en face je gagne instantanément que faut prendre la décision. Je dis juste que s'il n'y a pas, alors on la prend pas. Euh, et donc parfois, parmi vos arbres de décision, euh, vous en avez, euh, là dans l'exemple que tu donnais, traversé pour aller flinguer une figue, parfois vous avez cette option, le fait que ça se passe bien, elle était peut-être un peu plus sexy que toutes vos autres options, peut-être que c'était un peu mieux, j'en sais rien, peut-être que l'issue positive c'était du 7 sur 10, là où toutes les autres c'était du 5, 6, 6,5. Mais par contre, votre issue négative, là, c'est une fin de partie, alors que toutes les autres, ça pouvait être, bon, bah finalement, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas catastrophique. Donc, vous avez effectivement ça à prendre en compte, quoi. Et puis il faut remettre ces actions en fait, dans le contexte de la partie. Et ces probabilités, ces prises de décision et d'acceptation des risques dans le contexte de la partie. Alors du coup, je vais reprendre un exemple qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, j'en suis désolé, mais pour moi, pour le coup, je le trouve très illustratif d'un petit peu ce qu'on est en train d'évoquer, et le recul qu'il faut avoir aussi par rapport finalement avec ces risques et ces impacts, et le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis des probabilités. Je parle bien évidemment de la partie de la finale. Où, du coup, à un moment dans la partie, Feng Zhao, on va dire, lance sa tornade au corps à corps contre ton Garland, c'est tour 3. Globalement, si je te tue Garland, c'est pas gagné, mais c'est pas mal. Et le pas te le tuer, ça me met très mal. Je crois que je sais plus si je suis en blanc ou si je suis en jaune, ça change rien. Globalement, c'est du 80% de chance, je crois, entre 80 et 85% de chance de toucher Garland. C'est 5 de réflexe, 10 de défense. C'est dans ces eaux-là. Je le rate. On peut dire, ah bah, j'ai pas de chance, etc. Mais alors,
oui, statistiquement, c'était malchanceux. Pour autant, en fait, il y a eu tout un ensemble de décisions que tu as fait et que j'ai pris de mon côté, qui ont sans doute été bien évaluées et mal évaluées de mon côté, qui fait qu'avoir raté ce jet de dés, en fait, je me suis remis, j'en suis arrivé à cette situation où cette action, bah, c'était j'ai gagné ou j'ai perdu. Et c'est pas en fait, ah, j'ai pas eu de chance, du coup, j'ai raté le jet de dés, du coup, j'ai perdu la partie. C'est tout un enchaînement de décisions, de stats mal gérées, etc., qui m'amène à ce moment-là où je me dis, bah, là, en fait, ok, j'ai beaucoup de chance, mais si ça se passe mal, c'est perdu. Hmm. Par exemple, bon, désolé, hein, le but c'est pas de te vilipender, mais par exemple, justement, il y a un cas de balance-risque qui était très concret dans cette partie et que je trouvais peut-être intéressant d'aller dessus. Ouais, vas-y, Vous vas-y. irez voir la partie. Il y a un moment, tu jettes, ça doit être tour 2, tu jettes une tornade acérée. Non, c'est pas tornade acérée, c'est. Oui, par la formule de Feng Voilà, Zhao. tu jettes la formule de Feng Zhao et tu te poses la question de si tu as une sentinelle qui est dedans ou pas, Ouais, tout à dans la fait. portée. Et à ce moment-là, justement, je pense que tu n'as peut-être pas eu le mécanisme de prendre cette balance bénéfice-risque, parce que finalement, il y a donc une amélioration dans la formule qui permet d'immuniser une de nos figurines alliées à l'effet. Et finalement, faire ça, si tu prenais cette option, du coup, le désavantage que ça t'amenait, c'était quoi? C'était de me pousser de quelques pouces en moins mes figues, parce que Non, moins de dégâts, faire moins de dégâts, c'était de faire 2 dégâts de moins sur chaque figurine. 2 dégâts de moins. Voilà, mais du coup, est-ce que. Alors là, j'ai plus la réponse, je sais plus. Mais du coup, là, ce qu'il y avait à mettre à ce moment-là, c'est de se dire ok, est-ce que moi, faire 5 de dégâts à ma figue et 5 aux autres, ça vaut le coup par rapport à faire 0 à ma figue et 3 aux autres? Et c'est ça qui. Mais Dans ce genre de cas, par exemple, c'est ça qu'il fallait mettre ouais, bah, c'est là dans la où et balance. c'est là où en fait ça reste un jeu de décision. Il y a pas de, enfin pour moi il n'y a pas de réponse universelle et c'est là où en fonction Non, des parce que derrière, sensibilités il y a des la suite individus, de la partie c'est qui peut ça se passer de qui est telle ou hyper telle intéressant. manière. C'est que alors je me souviens plus exactement, mais il me semble que dans l'air des faits j'ai 3 sur il me semble 4 figurines à toi. Ouais. Et tu vois, sur la balle, ma sentinelle, il me semble, j'ai plus la partie en tête, mais il me semble qu'il me reste quelque chose comme 3 PV. Oui, ça te la Et en tue. fait, Ce qui est tu sûr, vois, c'est que ça te la tue. ça me la tue, mais il me semble qu'en gros, globalement, en une attaque, de toute façon, elle meurt. Possible. Moi, C'est j'ai possible, souvenir c'est très d'avoir. possible, Enfin, c'est très non, possible. mais c'est ça, mais c'est hyper intéressant justement Mhm. pour illustrer ce truc-là. Après, je dis pas que mon analyse c'est la Mais elle bonne, était pas bien mais parce que c'était celle qui s'était pris les deux recrues, donc elle était pas bien, oui, ça c'est c'est ça. sûr. Et en gros, je crois que dans mon analyse, c'est de me dire de toute façon, en fait, cette sentinelle, potentiellement, je me la fais sécher d'ici la fin du tour parce qu'il y a encore des trucs dans le coin qu'on pas joué. Hmm. Il y a une attaque. Est-ce que le fait d'immuniser ma sentinelle versus le gain immédiat du coup que j'aurais de Hmm. mettre 2 dégâts de plus à 4 figurines, donc 8 dégâts supplémentaires, est intéressant. Hmm. Et bah, du Et coup, du moi, par rapport à coup, cette analyse, je prends ma décision et puis qui ouais, n'est pas forcément la bonne, ouais. mais Mais là, c'est ta intéressant remarque, elle est justement comme très illustration. pertinente parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de pousser un peu loin les conséquences. Voilà, C'est-à-dire que moi, je me suis arrêté au niveau de dire t'infliges 5 de dégâts à ta sentinelle ou 0 versus infliger 5 aux miennes ou 3. Et toi, en fait, tu as poussé le truc un peu plus loin en disant ok, certes, il y a ma sentinelle, mais en fait, de toute façon, si j'immunise ma sentinelle, potentiellement derrière, il y a une simple recrue qui vient la terminer. Mais par contre, j'ai mis 2 de moins à Garland, j'ai mis 2 de moins à lui, j'ai mis 2 de moins à lui, j'ai mis c'est 2 de ça. moins à lui. Donc effectivement, et En donc fait, derrière, moi, quand tu j'étais prends ta parti du décision, principe, mais qui n'est pas forcément, c'est voilà, mais en fait, j'ai pris dans mon analyse de risque que, en fait, je considérais que ma sentinelle, de toute façon, allait pas passer le tour, hmm, et que bon, bah, ouais, en gros, t'allais gagner un P à pas me la tuer, mais tant pis. Et tu vois, genre, c'était intéressant, enfin, et c'est pas pour, mais c'est intéressant aussi, parce que de mémoire, en fait, je me positionne dans la portée, alors juste au bord de la sentinelle, pour pas être dans le lancier qui est sur l'autre sport. ouais, Et ça va le aussi. lancier, tu l'as pas mis dedans. Ouais. Ouais. Ouais, et en fait, j'ai pris le risque d'avoir la sentinelle, parce que je me suis dit, par contre, si j'aurais pu prendre une situation, en fait, une position qui était plus safe pour un sentinelle, mais qui était plus à risque pour mon lancier. En fait, j'étais à Hmm. peu près équidistant et j'ai décidé de me rapprocher un peu de la sentinelle pour être sûr de ne pas avoir le lancier. Parce que je me suis dit, par contre, si je touche mon lancier, là, je le sors de la sport, ça te fait marquer des points, c'est catastrophique. Hmm. Ouais. Et ça va, tu vois, et c'est là, je trouve que ça Hmm. illustre bien, du coup, enfin, c'est, tu vois, l'analyse, en fait, gain-risque par rapport à tous les trucs et de dire, bon, bah, tant pis, et ça revient aussi sur accepter aussi les pertes, de dire, bah, là, je prends un risque. Et bah, si ça tue ma sentinelle, bah, faut que je sois prêt à accepter la conséquence. Et c'est pas de chance, c'est pas de. C'est voilà, c'est comme ça, et derrière, faut rebondir avec. Hmm. C'est Et ça. c'est parfait parce que ça me fait une transition avec, je pense, le dernier point moi, que je voulais aborder, et qui était la mitigation des risques.
Alors, avoir un plan non, la mitigation, on en a parlé, mais avoir un plan de réduction des risques et des actions en réaction. Ce que je veux dire par là, c'est que ça remonte aussi avec ce qu'on a évoqué au début, avec les débonus, etc. On a, dans Alchemy, il y a plein de mécanismes, il y a plein de temporalités des activations qui vous permettent globalement de diminuer les risques que vous prenez ou de mettre les stats de votre côté. Et ça, en fait, faut avoir un plan. Faut être capable de les identifier. Alors, c'est pas toujours évident. Parfois, on passe à côté de certaines. Parfois, il y a certains trucs où on se dit, ah, ça, c'est une opportunité, c'est un bon truc de réduction de mes risques. Et en fait, pas tant. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde dans toutes les parties. Je pense que tu sais pas toi qui à dire le contraire. On a tous des parties, on fait ça. Je pensais que c'était vraiment un super plan. Alors, en fait, c'était pas terrible, quoi. Par rapport à ça, en fait, Ouais, j'ai focalisé là-dessus en me disant, là, je suis en train de réduire mes risques, c'est un truc de ouf. Et puis à la fin, tu fais, ouais, en fait, est-ce que je me suis pas un peu tiré une balle dans le pied avec cette affaire? Donc c'est pas forcément toujours évident de démêler pardon, le vrai du faux, mais par contre avoir comment dire, cette notion et être capable de prendre un peu de recul et de se dire cette action-là, globalement, j'en sais rien, tuer cette figurine-là, je veux que ça réussisse, parce que ne pas l'éliminer, c'est un risque pour ma partie. Genre si je fais une action et que je n'arrive pas à la tuer, c'est vraiment un gros risque parce que je m'expose, parce que j'ai besoin que cette figurine soit éliminée le tour suivant pour telle ou telle raison, j'ai besoin d'être en position là ou quoi. Comment je vais faire des actions, des activations ou un setup préliminaire pour mettre toutes les chances de mon côté. Et en fait, réduire le risque au maximum et toujours, dans la mesure du possible, alors c'est pas toujours possible, mais si on peut, avoir un tout petit truc dans sa tête qui se dit et si jamais dans tous les cas ça le fait pas, qu'est-ce que je fais? mm, Pas se laisser en fait dire ah bon bah voilà bah j'ai tout fait et ça n'a pas voulu bah c'est fini. Non, se dire ok, si jamais j'y arrive pas, faut quand même que j'ai un truc pour rebondir ou quoi. Alors après bon bah je vous dis ça quand on est fin tour 3 début tour 4 en général le nombre de figurines qui restent ou quoi permet pas toujours d'avoir toutes ces options là, mais quand on a encore assez de pièces dans la partie ou quoi, bah de se poser ces questions là et de les identifier, c'est vraiment un truc qui fait la différence entre ceux qui vont vraiment maîtriser la partie de bout en bout et ceux qui, au bout d'un moment, vont avoir la partie qui leur échappe un petit peu et vont jouer plus qu'en réaction. En fait, jouer en réaction, c'est une des plus mauvaises choses quand la personne en face de vous ne le fait pas qui peut vous arriver, je pense. Et ouais. alors Mathieu, je te vois entièrement pixelisé, je ne sais pas s'il y a un problème sur ta caméra ou si c'est Ah bon? juste mon internet, mais Euh, moi je n'ai plus qu'un gros tas de pixels en ce qui me concerne. d'accord, bah pas moi. Et bah Et de écoute, toute façon, sur mon OBS, c'est en direct, donc sur et bah l'enregistrement, il n'y a parfait, pas. je tenais juste Ouais. à Non, mais souligner qu'il y avait peut-être un problème technique tu pour as ne bien pas raison. décevoir nos Ouais. auditeurs. De mon joli minois. Non, c'est bon. Voilà, maintenant que je Effectivement, vous ai fait un super résumé. Pardon, excuse-moi. non, juste pour donner un petit exemple là, du cas que tu dis, moi je me souviens, enfin du cas que tu viens de donner, je me souviens d'une partie que j'ai fait au JFJ euh, où je jouais évadé et j'avais l'Ifrit contre un guerrier tonnerre corbeau qui ont 11 de défense, c'était sur les coffres. Ouais. Et je me souviens, alors je me souviens plus de la partie, etc. Mais ce que je me souviens, c'est d'avoir raté 2 fois un 11 de défense avec mon Ifrit en blanc. On parle de 92% de chance. Donc j'ai raté 2 fois un 92% de chance. Donc là, Ça fait chier. c'est très. Enfin, et j'avais juste besoin, enfin, si je le touchais, c'était du 100% kill, tu vois. Et je me souviens que mon plan, alors je me souviens plus de la partie, mais je voulais tuer ce truc-là. J'étais sur le coffre du milieu et après je voulais charger un truc sur le coffre de gauche. Mhm. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que tu disais toujours avoir en tête de se dire ouais, mais si jamais ça rate, est-ce que vraiment à ce moment-là de la partie, c'était toute fin de partie, je me souviens plus, ça a 3 ans en arrière, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de tuer cette figue que j'ai essayé de taper? En fait, mon plan c'était de la tuer en 1 PA et de charger une autre figue à côté en 1 PA, donc 2 PA. Et en fait, si je me désengageais, alors il y a le jet de réflexe peut-être qui pouvait me toucher, bon là je me souviens plus de mes états, etc. Je me souviens plus de la conséquence potentielle du fait qu'il me touche avec le désengagement. Bon, il devait être en rouge, donc ça devait pas être incroyable. Euh, mais du coup, j'aurais pu considérer, me dire, bon, ok, j'ai 92% de chance, mais quand même, si je rate, qu'est-ce que je fais? Et peut-être qu'en fait, c'était une bien meilleure solution de se dire juste, je me désengage et je vais charger ce que je veux charger. Non, Donc mais voilà, c'est une et super c'est pour dire que illustration, hein. même un truc ultra probable, là, quand j'ai raté 2 fois, je me suis dit, oula, ma partie, elle Non, mais glisse là. c'est une super illustration et alors, ça va peut-être faire poète poète ou je sais pas quoi, mais moi c'est un truc que j'ai vraiment constaté. Euh, il- je parle des principes par exemple des 2 PA.
avant, quand j'étais en combat avec un 2 PA et que je savais que j'avais besoin, par exemple, d'aller sur l'objectif avec mon deuxième PA et que j'étais en combat, j'avais tendance à tenter, à taper, tu vois, si en face il restait 3 ou 4, 2, 3 PV, un truc comme ça. Maintenant, je sais que si je me dis, en fait, ça sert à rien de le taper, je préfère me désengager direct. Hmm. Et puis voilà, au moins, enfin, parce qu'en fait, c'est une stat qui, même si elle est à 60-70% de chance, si ça rate, c'est catastrophique. En fait, ta figurine ne fait plus rien. Ouais. Et puis Et parfois par c'est trop rapport au gain. con, tu rates ton 80, tu fais attends, je le refais. Je fais putain, c'est pas Ouais, ce que je voilà. voulais faire de mes 2 PA. Et... Oui, oui, ouais. Et là, tu te laisses emballer, tu dis attends, non, mais là, la stat elle m'a échappé, je peux pas laisser cet affront au dieu de la stat. Et puis tu fais C'est ça. Je fais mince, bah c'était là, du pas. coup, j'ai pas l'objet, bon, bah. Mais il est mort et enterré alors qu'il est. Hmm. C'est ça. Donc voilà, faut vraiment avoir cette lecture du jeu. C'est bon, dit comme ça fait un peu résumé de livre une fois encore que je n'ai pas lu. Et, euh, et ça peut paraître très théorique, mais c'est des notions qui globalement, en fait, je pense tous les joueurs qui ont un petit peu de bouteille appliquent d'une manière ou d'une autre, sans forcément toujours les factualiser, les verbaliser. Oui, de manière Mais plus c'est ou ça moins qui est consciente. de plus ou moins consciente, mais c'est Et aussi parce plus qu'il y ou a une moins part poussée. d'expérience, il y a une part de machin, puis voilà. Moi, les risques, j'adore ça dans ma vie de tous les jours, donc c'est pour ça Tu que vis pour j'adore en ça, tu parler. vis pour le risque. Exactement, mais voilà, c'est des clés d'analyse. Enfin, moi, je suis. Alors, c'est une mini digression, mais je suis preneur pour le coup, vraiment. Ça, je pense que c'est la première fois que je le dis verbalement dans un épisode, de votre retour sur ce genre d'épisode, parce qu'on rentre dans des trucs un peu plus hors du jeu aussi, plus sur des analyses, etc. Après, c'était l'objet de cet épisode qui était normalement un peu plus poussé, donc aller dans des concepts un peu plus. Quand je dis high level, c'est pas pour les gens supérieurs, hein, mais un peu moins directement liés au jeu et un peu plus globaux en termes d'appréhension des stats, des risques, des actions, d'un plan de jeu, etc. Moi, je suis très curieux de vos retours sur ce genre de, de discussion, de podcast. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à nous dire non plus pourquoi. Oui, oui, ça y a pas de souci, hein. Effectivement, vous pouvez. Enfin, quand ça plaît pas, hein, le but c'est que ça vous apporte quelque chose, donc n'hésitez pas aussi à dire si ça fait pas entre guillemets le taf. Là, on est effectivement dans un sujet un peu plus tryharder, on va dire. Nous, ça, on aime bien, mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément intéresser tout le monde. Ouais. Euh, et peut-être que ceux que ça pourrait intéresser sont en fait déjà très au fait. Enfin bon, bref, voilà, comme d'habitude, on est preneur de vos retours. Euh, Moi, je Nous avons pris un vous. risque en enregistrant cet épisode et nous acceptons le fait qu'il ne puisse ne pas vous convenir. Exactement. Moi, je voulais préciser un truc aussi, c'est par rapport à tout ça, discuter de vos parties en tournoi, enfin pas que en tournoi, mais en Ouais, tournoi aussi. euh, carrément. Discuter de vos parties avec vos adversaires, surtout quand vous n'avez pas compris pourquoi vous avez perdu. Parce que ça arrive que parfois on perde des parties et on se dit, je vois pas comment j'aurais pu la gagner, je vois pas ce que j'ai mal fait. Donc n'hésitez pas à en discuter. C'est toujours intéressant, moi je trouve. Et aussi de revenir sur des moments que vous avez jugés clés. Nous, ça arrive quand on fait des parties, de se dire attends, à ce moment-là de la Et partie, carrément, bah, moi j'ai fait ça, mais j'étais pas sûr. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Comment tu as perçu mon action? C'est aussi intéressant de demander à l'autre comment il a perçu votre action, parce que parfois, l'impact que ça a eu sur vous lui, avez un etc. plan en tête. Et l'autre, il a un autre plan en tête. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Et Ah, pareil, mais ça c'est vous hyper donnera riche. Enfin, des bons réflexes, quoi. le nombre de trajets de retour de tournoi où on avait joué l'un contre l'autre, où on a refait la partie mentalement en disant ouais, mais là, je sais pas compris quand t'as fait ça, parce que j'avais ça, j'avais la Enfin, et ça permet en fait aussi de remettre de la. Je sais pas comment dire, un peu de corps dans le jeu et pas de se dire bah j'ai perdu parce que j'ai raté 3 jets de dés et mon plan était parfait. Non, il y a plein de paramètres et c'est hyper intéressant. En fait, c'est hyper enrichissant. Enfin, et on en avait parlé dans le podcast sur comment progresser vite et bien. On parlait d'échanger avec ses adversaires à la Mm. fin des parties en tournoi, etc. Moi, personnellement, c'est une de mes motivations. Enfin, une de mes motivations, c'est un truc qui me fait aller en tournoi. C'est l'échange qu'il y a aussi à la suite d'une partie, la remise en question, essayer de comprendre. Puis c'est riche, ça fait évoluer sa façon de jouer. Ah, ça, tu l'as perçu comme ça. J'y ai pas pensé, c'est hyper intéressant. Attends, c'est un truc que je peux retenter dans une autre partie pour voir si c'est toujours perçu comme ça. Et un peu bluffer mon adversaire. Enfin, c'est c'est cool, ça fait progresser tout le monde. Et c'est enrichissant, vous, pour votre jeu. Donc, allez-y, Franco, quoi.
Ouais. Et puis moi, bon, genre, bon, voilà, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire passer des messages, mais moi, vu que je suis à l'orga des tournois, entre les parties, j'ai pas forcément le temps de débriefer, mais n'hésitez pas à revenir, enfin, si vous voulez débriefer des parties que vous avez fait avec moi, n'hésitez pas à revenir me voir après. Moi, je sais que, on va encore parler de lui, mais Azufel avait voulu débriefer notre partie à l'Open. Je lui ai dit, bah là, j'ai pas le temps, faut que je fasse les trucs, on en parle au déjeuner, et j'ai zappé, et du coup, on n'en a pas parlé, donc bon. Mais voilà, moi, pour ma part, en tout cas, n'hésitez pas, on peut en reparler sur le déjeuner, après le tournoi, enfin voilà. Mais n'hésitez pas en Sur tout le cas. Discord, sur... Oui, oui, même après coup. Bon, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas Puis, de souci pour ça. c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, et c'est peut-être pour conclure, mais n'hésite, enfin, en tout cas, je trouve, ce que je m'efforce d'essayer de faire, en tout cas, n'hésitez pas à faire des retours honnêtes. Enfin, je sais que par exemple, il y a des fois où on se dit, on n'a pas envie de blesser parfois la sensibilité du joueur en face ou quoi. Et je pense qu'en fait, c'est un mauvais calcul parce que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes, quand on pose des questions, c'est qu'on a envie de progresser. Et si on nous donne des demi-réponses, c'est pas forcément ce qu'on. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas juste qu'on me dise ah, mais si, t'as bien joué, bravo. Non, et pourquoi j'ai perdu? Explique-moi. Et n'hésitez pas à dire bah là, je pense que c'est un mauvais vous pour telle ou telle raison. Après, là, votre adversaire peut avoir un avis différent et argumenter. Enfin, faut rester respectueux dans l'écoute, évidemment. Mais je pense qu'il faut pas s'embêter avec des. Enfin, faut pas être dans l'agressivité, hein, faut pas dire bah t'as perdu ce côté de merde. Ne dites pas ça, déjà c'est méchant, puis c'est certainement pas vrai. Mais dire bah là je pense que ça c'était une mauvaise décision pour Ouais, telle et me telle jeter raison, les tant que dés. c'est argumenté. Ouais, tant que c'est argumenté, en général les choses sont entendables. Absolument. Eh bien, Ouais, écoutez, je pense qu'on va finir sur cette belle note de partage de l'épisode. T'avais d'autres points, toi, que tu voulais aborder? Il me semble pas. Je voudrais pas Non, non, je pense que j'ai fait le te tour, hein. Je pense que j'ai censurer. largement assez parlé sur ce sujet. Très bien. Et ben voilà. Si Bon. vous en voulez plus, je vous renverrai à mon livre. You are about to make a terrible mistake, donc en anglais et puis en français. Débrouillez-vous, trouvez-le. Exactement. Ok, ça marche. Eh ben, écoutez, on est sur un des épisodes les plus courts, mais bien dense, je pense. N'hésitez pas à revenir dessus. Et puis voilà, bah, écoutez, on a déjà dit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis bah, on se retrouve très On vous prochainement laisse. en tournoi sur un autre épisode. Merci à tous et à bientôt. À plus les alchimistes!